Nous voici arrivés au point culminant de nos chroniques thématiques. Après le cercle, le carré, le triangle et la ligne, il est temps d'y mettre un point final, puisque cet épisode concernera le point. On vous laissera compter les points sur le nombre de fois qu'on dira le mot point prononcé. Ça, si ça vous amuse, nous sommes le mercredi 6 mai 2026 et vous écoutez bien Podcast Science en l'épisode 546. Et place au pointage, on fait l'appel. Est-ce que Eléa est là dans la salle? Oui, elle est là. Elle a Elle est là. une tartine dans la bouche, mais mais présent. Est-ce que nous avons Clara? Présente. Oui. Est-ce que nous avons Pierre, alias Toupeau? Présent. On a Robin, pas loin. Alors, faut dire présent. Je détestais dire présent à l'époque. Ouais, moi aussi. Je disais passé, futur. Ouais. Et enfin Pascal. Présent. Yes. Et moi-même Cléora, qui a essayé de relier les points. Peut-être qu'à la fin, ça donnera un joli dessin. Et on commence avec la chronique de Clara. De points, ouvrez les guillemets, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Pour cette émission sur le point, nous allons ensemble étudier le problème à trois corps. Alors pas le livre, pas les équations non plus, je vous rassure, mais un système simplifié. On va considérer deux corps célestes avec une différence de masse assez conséquente, par exemple le Soleil et la Terre. Si on prend un troisième corps, dont la masse est négligeable devant celle des deux autres, et qu'on se met dans le plan de l'orbite, donc on va regarder ici l'orbite terrestre, on va pouvoir définir des points d'équilibre, appelés couramment points de Lagrange. Alors, je dis on, mais en réalité c'est Euler, en 1765, qui découvre les trois premiers, parfois nommés donc points de Euler, puis Lagrange, en 1772, qui va découvrir les deux autres, d'où leur nom. Alors où est-ce qu'on va trouver ces points, et pourquoi sont-ils importants? Je vais vous demander de visualiser un peu le truc. Commençons déjà par les points de Euler, les points L1, L2 et L3. Ceux-ci sont situés sur l'axe passant par nos deux corps, donc dans l'exemple donné, sur l'axe qui passe par le Soleil et la Terre. Le point L3, c'est facile, du fait de la forte différence de masse entre le Soleil et la Terre, il va se situer sur l'orbite terrestre, mais de l'autre côté du Soleil, donc pile poil à l'opposé de la Terre. L1 et L2, par contre, ils vont se situer de part et d'autre de la Terre à environ 1,5 million de kilomètres de celle-ci. Alors ceux qui se souviennent de leur loi de Kepler devraient se dire que c'est un peu étrange, puisque normalement, si on se trouve plus proche du Soleil, on devrait aller plus vite, et inversement, si on est plus loin du Soleil, on devrait aller moins vite. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait donc qu'on soit à l'équilibre par rapport à notre système Soleil-Terre? Eh ben, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que, le point L1, donc qui est entre le Soleil et la Terre, il va subir à la fois l'attraction du Soleil vers le centre, mais aussi celle de la Terre, qui est moins, massique, mais qui est plus proche. Et donc en fait, ça va permettre d'obtenir un équilibre, en prenant en compte aussi la force centrifuge du système. Et le point L2, c'est un peu pareil, lui il est plus loin sur l'axe, mais il subit à la fois l'attraction du Soleil, et puis à celle-ci va, s'additionner celle de la Terre, ce qui va de nouveau créer, ce point d'équilibre. Bien évidemment, les distances vont varier avec la masse des astres concernés. Donc, ces trois premiers points d'équilibre, ils sont en réalité instables. Il faut les voir comme un petit plateau en haut d'une colline. D'accord? Si j'ai un ballon au sommet, il suffit de le pousser un peu et il repart. Mais il peut rester un peu stable là-dessus. Par conséquent, il n'y a pas de corps extraterrestres qui vont rester bloqués à ces points, mais on va pouvoir les utiliser pour des objets artificiels dans le cadre de missions spatiales. Ces satellites artificiels sont maintenus au point de Lagrange grâce à des petites orbites spécifiques, facilement maintenables avec des poussées correctives régulières. Alors, les orbites ont des petits noms rigolos. Il y a les orbites de Lyapunov, dans le cas d'orbites dans le plan, et celle de Halo ou de Lissajous, dans le cas d'orbites périodiques sur un plan 3D. Alors, qu'est-ce que je vais trouver, moi, sur ces points L1, L2, L3, en tout cas dans le système Soleil-Terre? Eh ben, si je prends le point L1, il est situé donc entre la Terre et le Soleil, je vais donc pouvoir y installer des systèmes d'observation du Soleil, puisqu'ils seront plus proches de celui-ci, enfin,
un peu plus proche, hein, on gagne 1,5 million de kilomètres, mais entre le Soleil et la Terre, il y a plus de 150 millions de kilomètres, donc c'est pas tant que ça. Et surtout, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'affranchir de l'atmosphère terrestre qui bloque une partie des radiations. C'est donc bien pratique pour observer l'activité solaire, dont les éruptions ou encore les vents. Ce point, il a été utilisé dès la fin des années 70 avec l'ISEE, l'International Sun-Earth Explorer, rebaptisé par la suite ICE, qui a permis d'étudier en premier les relations entre vent solaire et magnétosphère terrestre, avant de partir étudier des comètes. Back sur Ice. Ouais, j'ai pas osé faire de blagues sur ICE, je me suis dit... D'autres sondes l'ont rejoint, entre autres, on peut noter la mission SOHO pour Solar and Heliospheric Observatory, donc observatoire solaire et héliosphérique de l'ESA, envoyé en décembre 1995, afin d'étudier la structure du Soleil et essayer de comprendre comment naissent ces vents solaires. C'est une mission qui a eu 30 ans récemment et qui devait s'arrêter en 2025, mais elle a été maintenue et vous pouvez aller voir des photos récentes du Soleil sur le site dédié. Il y a aussi eu 3 nouvelles sondes qui ont été envoyées en 2025 et on prévoit d'y mettre Néomir et Néosurveyor, des systèmes de défense planétaire qui doivent permettre de repérer les astéroïdes pouvant mettre en danger la Terre. Donc du monde au point L1. Que se passe-t-il de l'autre côté, sur le point L2 ? Eh bien lui, au contraire, il va être protégé de la lumière du Soleil, puisqu'il y a la Terre, ce qui permet aussi d'avoir une température assez basse, puisqu'on se retrouve à moins 233 degrés. Et donc, on va plutôt y positionner des observatoires astronomiques, et c'est ce qu'on va faire dès les années 2000. Actuellement, il y a 3 grosses missions là-bas qui sont Spectre RG, qui veut répertorier les sources de rayonnement X dans l'univers afin de comprendre l'évolution de la structure du cosmos, et aussi, par exemple, répertorier les trous noirs, ce genre de choses. Il y a Euclide, un télescope de l'ESA qui observe les galaxies en lumière infrarouge et proche infrarouge afin de mieux comprendre l'accélération de l'expansion de l'univers et l'énergie sombre qui lui est liée. Et puis, il y a la star, le JWST, donc le James Webb Space Telescope, qui fait de magnifiques photos, mais aussi images, pardon. Il va travailler dans le proche et moyen infrarouge afin d'étudier les étoiles et les galaxies, donc des premières qui ont pu apparaître dans l'univers, mais aussi leur formation et leur évolution, jusqu'à la formation des systèmes planétaires et l'étude des exoplanètes. Le point L2 risque lui aussi d'être bientôt surpeuplé, puisque de nombreux nouveaux télescopes ont prévu de s'y loger, entre autres Roman et Life, qui étudieront eux aussi les exoplanètes. À noter que le point de Lagrange L2 du système, non pas Soleil-Terre, mais Terre-Lune, a aussi été utilisé pour la mission Thémis, le CubeSat Eculeus, et plus récemment pour mettre le satellite relais de la mission chinoise Change 4 qui a atterri sur la face cachée de la Lune en 2019. Donc on peut utiliser les points de Lagrange aussi des systèmes comme ça. Et le L3, qu'est-ce qui lui arrive ? Eh bien le L3 par contre il est vraisemblablement vide, même si l'hypothèse d'une antiterre qui serait à l'inverse de la nôtre, avec par exemple une population majoritairement gauchère, a été faite depuis à peu près le 5e siècle avant notre ère, hein, donc ça date cette idée, puisque les pythagoriciens appelaient cette planète hypothétique Orca ou Anticton. Mais bon, la mécanique newtonienne nous explique que c'est impossible, cependant on retrouve encore beaucoup cette idée dans la SF avec des noms variés, dont je ne mentionnerai que Bouletopia, pour ceux et celles qui se souviennent de la note de Boulet, I want to believe. On a 3 de nos points de Lagrange. Qu'en est-il du 4e et du 5e ? Mais déjà, on va essayer de les placer. Donc là, il va falloir faire un peu plus par imagination. Les L4 et L5, eux, ils sont sur l'orbite. Ils vont se retrouver de part et d'autre du second corps, donc ici de part et d'autre de la Terre. Et pour placer ces points, il faut faire 2 triangles équilatéraux ayant pour base le rayon Soleil-Terre. D'accord ? Donc en fait, L4, il est en avance de 60 degrés par rapport à la Terre sur l'orbite, et L5 en retard de 60 degrés. Ok, si les angles et les triangles, ça ne vous parle pas, on peut aussi faire ça avec une pizza. Donc imaginons... Bah ouais, ça prend cette heure-là. Ça nous parlait. Moi, les angles, ça me parlait. Mais, Pour ceux à qui ça parle pas, la pizza. Imaginons, je veux découper ma pizza en 3, et j'ai déjà découpé entre le Soleil et mon point L3. Vous vous en souvenez, le point qui est en face de la Terre. Eh ben, j'ai déjà fait donc une découpe, et je fais mes 2 autres découpes pour avoir 3 parts égales. À ce moment-là, les 3 points qui touchent l'orbite, donc le bord de ma pizza, ma croûte, eh ben c'est mes points L3, L4 et L5. Et en fait, ma Terre, elle est pile poil entre ma découpe de L4 et de L5. Mais ta pizza, elle est elliptique alors ? Ma pizza, on va la considérer comme ronde.
dans le système. En réalité, des calculs ont été faits pour les ellipses, mais plus tard, après Euler et Lagrange. On a attendu quelques années pour ça quand même. Eh bien donc, L4 et L5, ceux-là, ce sont des vrais points de stabilité. Si tout à l'heure notre ballon il était sur une petite bosse, là, il arrive dans un petit creux. Donc si on n'arrive pas trop vite, bah finalement le ballon il va rester dans ce creux. Un peu comme quand on joue à la pétanque et que mon terrain il est absolument pas plat. Donc ce qui va se passer au niveau de ces points de Lagrange, c'est que des corps allant de poussière à des astéroïdes vont s'y retrouver bloqués. Et les objets les plus connus, ce sont les troyens. Les troyens, c'est un ensemble d'objets, en particulier astéroïdes, qui sont situés au point de Lagrange L4 et L5 du système Soleil-Jupiter. Donc ce sont des astéroïdes qui vont être au niveau de l'orbite de Jupiter. Afin de les différencier, il y a une convention qui est d'appeler les objets du point L5 comme les Troyens de la guerre de Troie et ceux du point L4 comme les Grecs de la guerre de Troie. D'où la terminologie des fois utilisée Troyens et Grecs, même si on a tendance à appeler Troyens avec un petit t tous les objets se situant au point L4 et L5 de système Soleil-Planète. Et il y en a un certain nombre, puisqu'en 2024, on avait 4951 objets connus dans le camp troyen et 8799 dans le camp grec. La mission Lucie, lancée en 2021, a pour but d'aller étudier ces Troyens. Elle devrait arriver en 2027 au niveau du L4, donc du camp grec, et elle ira ensuite visiter l'autre camp vers 2033 après un petit passage vers la Terre afin de reprendre de l'élan. Si les Troyens de Jupiter sont particulièrement connus du fait de leur forte densité, on en observe aussi sur d'autres systèmes. On a les Troyens martiens, qui sont à ce jour au nombre de 1 en L4 et entre 4 et 6 en L5 par exemple. Mais on en trouve aussi sur les orbites de Vénus, Saturne, Uranus et Neptune. C'est quoi la taille à peu près des cailloux là? Ah, ça va vraiment dépendre. Là, je vais donner la taille de ceux de la Terre, ça donnera une petite idée, mais ils sont un peu plus gros quand on est ailleurs. Parce qu'on part vraiment de la poussière jusqu'à peu d'astéroïdes, quoi. Quant à la Terre, donc, elle possède 2 astéroïdes sur son point L4, qui ont été découverts en 2010 et 2020, donc assez récemment, car elles sont assez petites. Donc les astéroïdes pour la Terre font 300 mètres de diamètre et 1 kilomètre de diamètre. Voilà. Cependant, certains scientifiques, ils ont émis l'hypothèse que Theia, donc le corps qui a peut-être été à l'origine d'un impact géant qui aurait permis la formation de la Lune, aurait stationné un moment sur L4 ou L5, avant d'en être éjecté, et c'est ça qui aurait provoqué d'ailleurs la collision. Ça reste une hypothèse, mais voilà, c'est pour dire on peut aussi avoir des gros corps qui viennent stationner sur des points de Lagrange. Là, j'ai parlé du système donc entre Soleil et planète, mais on peut aussi considérer des systèmes entre des planètes et leur lune. Donc sur l'orbite lunaire, on a observé par exemple des nuages de poussière au niveau des points de Lagrange, qui sont nommés nuages de Kordylewski, du nom de l'astronome polonais qui les aurait observés en premier en 1956, même si l'existence de ces nuages n'a été confirmée qu'en 2018 au final. Et il est intéressant de regarder Saturne, parce que Saturne, elle possède des choses intéressantes au point de Lagrange avec sa lune Tétis. Donc on a 2 satellites naturels qui sont Telesto et Calypso. Et avec ces points de Lagrange avec Dione, on a les satellites Hélène et Polybius. Et on appelle donc ces 4 lunes des lunes troyennes, comme on avait les Troyens plutôt. Et finalement, si ça existe sur nos systèmes, au niveau du système solaire, on peut imaginer que ça existe sûrement au niveau des autres systèmes de l'univers. Et en effet, actuellement, plusieurs astronomes essaient d'observer des objets sur les points de Lagrange d'exoplanètes, même si pour l'instant, rien n'a été 100% confirmé. Donc peut-être bientôt des belles observations qui vont être faites sur ces points de Lagrange-là. Et du coup, quand tu dis qu'il y a des observations, ces observations directes, c'est-à-dire qu'on sait où vont se trouver les points de Lagrange et on braque un télescope pour les voir ou c'est autre chose? En fait, au niveau des exoplanètes, il y a plusieurs techniques qui peuvent être utilisées pour détecter les exoplanètes. Donc j'imagine que c'est les mêmes types de techniques qui peuvent être utilisées pour détecter donc, de nouveaux objets sur les points de Lagrange. Mais non, mais je parlais par exemple les points de Lagrange de la Terre, de Ah Mars, etc. on avait plusieurs trucs, ouais. On a fait soit des observations directes, et on a aussi certaines des missions qu'on a envoyées, genre Osiris-Rex, etc. On les a fait passer à côté des points de Lagrange, quoi, à côté. Et pas trop loin, on va dire, pour justement aller vérifier s'il y avait des choses ou non. Ok. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi on appelait Troyens les points L4 et 5. 4 et 5, 3, j'ai pas compris.
Bah, c'est parce qu'ils sont fourbasses. 3. Ouais, oh là. D'accord, Excusez-moi. ça y est, C'est 3 et 1, 4. Enfin, Robin. Mais on a sur les points L4, L5, on n'a jamais mis de satellite là-bas. Non, parce qu'en fait, il y a tellement de bazar dessus. Étant donné que ça Ah. ça attire des choses, Ouais. on se dit que si on met des satellites dessus, ben, ça risque quand même. Il C'est- risque d'y avoir des collisions, en fait. Ouais, c'est vrai Donc, que je pensais au côté stable mais effectivement, ouais, du coup. ouais, en fait, c'est peu pour pris. ça c'est une des raisons pour lesquelles on le fait pas. Alors, on peut en faire passer un rapidement, puis le sortir Mm. de là, mais généralement, on va pas mettre des choses longtemps, puisque ben, il y a quand même un risque non négligeable de perdre, Ouais. de perdre le truc. Forcément. c'est faire traverser un vélo à la place de l'étoile aux heures de pointe. C'est pas assez bon. C'est pas une bonne idée. Faut C'est- le faire une fois dans sa vie et puis après. C'est les fameuses pluies d'astéroïdes dans les films, avec les vaisseaux qui passent entre les trucs. Ouais, bah, au niveau des Troyens, c'est un peu ça quand même, hein, quand il y a des milliers d'objets, je veux dire, hein, c'est... Il y a une question dans le chat de Yves. Quand on parle de points de Lagrange, on parle de quelle dimension pour placer des satellites? En gros, c'est pas un point précis, il fait un certain diamètre. Ah, oui. Alors, en fait, c'est ce que je disais, c'est que pour rester stable, on a des orbites précises, donc le Lissajous ou Halo. Et ce qui se passe, c'est qu'en effet, ils vont pas être sur un seul point, ils vont faire ces orbites et se croiser. Là, je conseille vraiment d'aller regarder une image, parce que c'est vrai que c'est difficile de décrire 3 orbites différentes au même endroit autour d'un même point. Donc en effet, on n'est pas sur un seul point, tout comme bah, pareil, hein, quand on a 5000 Troyens, ils sont pas sur un point, ils sont sur une zone plus qu'un vrai point, mais qui peut s'étendre plus ou moins, voilà, justement, selon ces petites orbites autour du point qui sont utilisées. Il me semble que l'Issajou, elle est plus grande, par exemple, que Halo. Eh bien, merci Clara pour cette chronique. À l'équilibre, on pourrait dire. Et j'enchaîne donc sur ma propre chronique, où un peu comme celle de Clara, on va parler un peu des étoiles. En tout cas, on va regarder un peu les étoiles. Mais je vais vous parler d'un truc bizarre. Je vais vous parler d'un point fixe, mais qui pourtant se met à bouger. Je l'ai expérimenté en regardant le ciel étoilé, justement. Quand la lune n'est pas là et qu'il fait bien sombre, tout est sombre et les seuls trucs lumineux distinguables sont quelques étoiles dans le ciel. Alors que j'admire scintiller l'une d'entre elles, j'ai l'impression que cette étoile se met tout doucement à se déplacer. Le point lumineux bouge lentement, plutôt de manière fluide. Alors c'est quoi? C'est un ovni ou ma simple imagination? Ce mouvement est une illusion. On l'appelle l'effet autocinétique. Alors, pour le mettre en évidence expérimentalement, c'est très simple. Il suffit de se mettre dans le noir, le plus absolu possible, et qu'en face de soi, il y ait au loin uniquement un point lumineux. En regardant seulement ce point lumineux, on aura tendance à le voir bouger. Bien que ce soit un point fixe objectivement, il nous paraît subjectivement en mouvement. C'est ça l'effet autocinétique. On s'imagine qu'un point fixe est en mouvement. Et plus ce point est petit et faiblement lumineux, plus l'effet autocinétique est important. Bon, après, ce sont des conditions spéciales expérimentales dans l'environnement, un truc uniformément sombre, sans repère visuel dans une pièce sombre comme ça. Ça, c'est des conditions très spéciales, mais qu'on peut connaître quand même. Donc la nuit, en regardant les étoiles, bien sûr, ce qui peut donner des trucs assez drôles à voir avec des ovnis tournoyés, mais aussi la nuit quand on est pilote d'avion, par exemple. Et là, ça devient déjà un peu plus dangereux. Du coup, on recommande aux pilotes d'activement chercher des repères visuels pour éviter de se laisser guider par des mouvements illusoires. Et même des histoires de bombardements loupés à cause de ça. Et ce mouvement illusoire est totalement aléatoire, que ce soit dans sa direction ou son amplitude. Si on met par exemple Pascal dans une pièce sombre à fixer un point lumineux, puis ensuite que ce soit Julie dans cette même condition, puis ensuite une autre personne à une lune, etc., tout le monde jugera un déplacement du point lumineux totalement différent. C'est totalement aléatoire. Voilà, je vous ai décrit l'effet autocinétique qui est en rapport avec un point. Regardez, donc dans le thème de cet épisode. Mais ça, est-ce que ça marche si on a le visage totalement fixe? Est-ce que c'est pas lié à, je sais pas moi, des mouvements qu'on fait nous? Alors, j'ai cherché du pourquoi. C'est un peu flou. Je voulais éviter justement la question du pourquoi. Bah écoute, j'ai pas trop compris. Mais bon. tu veux dire que c'est un point sensible de ta chronique? Ouais. Alors, en gros, ce serait soit dû à une fatigue musculaire, soit un mouvement oculaire pris comme un mouvement de l'environnement. Donc c'est l'œil qui bouge et puis que le cerveau réinterprète comme c'est l'environnement qui bouge. Ouais.
soit une mauvaise prédiction par un manque de repères d'activité musculaire. Donc c'est le feedback musculaire Ouais. qui est mauvais. Et donc, ouais, donc c'est pas les mouvements proprement dit. Et c'est aussi, c'est important aussi à dire là-dessus, c'est que c'est pas non plus les saccades oculaires, c'est pas ça non plus, qui font croire qu'un point est mouvement. Je pensais aussi éventuellement, tu sais, à la circulation sanguine. En fait, Ah ouais? il y a du sang qui pulse dans les tempes, etc. Ça peut peut-être suffire, ou les mouvements du cœur, à te bouger toi-même, quoi. Ah peut-être, j'ai pas lu ça. Un truc physiologique, juste que, genre que ce soit un truc qui circule. Ouais, peut-être. Ouais, mais bon, après, si la description fait qu'on le voit bouger dans un seul sens, ça marche pas avec ce que je dis. Alors, on voit, en fait, quand on regarde le repère visuel, on voit d'un seul sens, puis après, il a tendance à faire des allers-retours, etc., puis revenir, Ah. etc. C'est pas que linéaire dans une seule direction. Ouais. Mais oui, sur le pourquoi de ce que je trouve, moi, c'est juste une mauvaise réinterprétation, en fait, une mauvaise prédiction créée par le feedback moteur qu'on perçoit. En gros, c'est un peu ça, ce que je trouve. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était pas trop le pourquoi, mais c'est à quoi on peut l'utiliser, justement, ce truc-là. Parce que moi, je pourrais juste m'arrêter là, à décrire, et puis c'est tout. Mais j'avais envie de faire un petit truc plus socio, plus psycho. Et en fait, j'en ai entendu parler la première fois de cet effet autocinétique sur les bancs de l'université, pendant un cours de psychologie sociale. Et là, vous allez me dire quel est le rapport entre une illusion plutôt visuelle et le côté social, et je vais vous décrire un peu l'expérience justement là-dessus. Je trouve ça plutôt intéressant. Le côté totalement aléatoire et subjectif du mouvement imaginé, donc du point qui soi-disant bouge, a été étudié pour le phénomène de normalisation. Voilà, donc avant d'en parler, je décris un peu l'expérience utilisée. Alors d'abord, on place le participant ou la participante seul dans le noir, fixé à un point lumineux. Ça, normalement, je l'expliquais déjà, ça c'est clair. Appelons cette personne Wallace, toute seule dans la pièce noire. Wallace, comme chaque participant de l'expérience, a évidemment aucune idée de l'existence de cette illusion. Il regarde le point lumineux et il le voit bouger au bout d'un moment. On lui demande alors d'évaluer de combien de centimètres s'est déplacé le point après un court laps de temps, de quelques secondes. Disons que Wallace nous dit que le point s'est déplacé de 12 cm. Voilà, c'est arbitraire, c'est lui qui Wallace dit ça. Puis on répète encore cette même expérience avec Wallace seul, qui juge le mouvement du petit point. Donc une fois il dit c'est 9 cm, une fois c'est 14, 8, 10, etc., etc. Le fait est qu'il semble tourner autour d'une même moyenne. En fait, il se met d'accord comme s'il y avait une propre norme individuelle, une moyenne de 10 cm, qui pour lui semble acceptable. Donc il s'est créé une sorte de norme individuelle. Et les chercheurs en psychologie sociale se sont ensuite demandé si ça pouvait se réaliser aussi à l'échelle d'un groupe. Et c'est là que c'est un peu rigolo. Il va falloir passer cette même expérience à plusieurs personnes isolément d'abord. Donc Wallace tourne sur une moyenne de 10 cm. Disons que pour un autre participant, il se stabilise autour d'une autre norme individuelle propre à lui de 50 cm. Appelons ce second participant Charles, par exemple. Donc, seul dans l'expérience, Wallace voit le point se déplacer de 10 cm, Charles de 50 cm, chacun de son côté. Que se passe-t-il maintenant quand on les met ensemble, dans la même pièce, toujours pour évaluer la distance parcourue par le point lumineux? Dans cette nouvelle condition collective, donc tous les deux dans la même pièce, la première fois, Wallace affirme un 10 cm, tandis que Charles évoque un 55 cm. L'écart est tel que Wallace se demande alors s'il a mal évalué la distance. Il remet alors en question sa propre norme individuelle. À la deuxième répétition de cette même tâche, Wallace augmente alors son estimation. Il propose un 20 cm. Charles, lui, au grand étonnement de Wallace, voit son estimation à la baisse, avec un 40 cm. Et ainsi de suite à chaque répétition, jusqu'à que les deux participants du même groupe se mettent finalement d'accord autour d'une même moyenne. On dira qu'ils tourneront autour de 30 cm estimés ici. Ce que je vous décris là, c'est l'installation d'une norme sociale. Au fur et à mesure des estimations, tout le monde d'un même groupe se met d'accord autour d'une même norme, à peu près acceptable selon eux. Une norme qui, je le rappelle, est totalement arbitraire et illusoire en plus. C'est ça le plus drôle dans l'expérience. Voilà le lien entre l'illusion visuelle et le côté social. L'effet autocinétique a été utilisé pour étudier la normalisation en psychologie sociale, c'est-à-dire la création d'une norme totalement arbitraire. Alors, dans cette expérience, on peut faire varier plusieurs variables et inventer d'autres conditions. Par exemple, on peut faire varier avec qui on intervient pour créer cette norme du groupe, en fonction de si c'est un ami, la relation qu'on a avec la personne, la personnalité, le statut social, l'idéologie, etc., etc. Et ce qu'on montre, c'est que la norme sociale n'est pas obligatoirement la moyenne des normes individuelles. Donc dans ma petite histoire fictive, Wallace avait pour une norme individuelle 10 et Charles 50 cm. Réunis en groupe, ils se mettaient d'accord sur une norme sociale de 30. Donc du coup, si vous me suivez, c'est pile la moyenne des deux normes individuelles.
Entre 10 et 50, on tombe sur 30. Ça se produit quand les rapports de force sociaux sont équivalents. Par contre, si une des deux personnes a plus de charisme, d'autorité ou un statut social plus élevé, la norme sociale aura tendance à pencher davantage vers elle. Si aux yeux de Wallace, Charles a énormément de prestance et de pouvoir, ou qu'il a énormément confiance en lui, il aura tendance à plus facilement faire dévier sa propre norme individuelle vers la sienne. Autrement dit, on ne tomberait pas à une norme sociale de 30, mais disons de 40, bien plus proche de 50, estimée individuellement par Charles. Voilà. C'était l'expérience de l'effet autocinétique pour étudier la normalisation en psychologie sociale. Et il y en a qui avaient genre une estimation à 0, genre qui ne voyaient pas, qui Non, étaient ça n'existe imperméables à l'illusion. Ah ouais, d'accord. Ça n'existe pas. Tout le monde voit le point bouger. Ouais. Ouf. Et donc tout ça juste en regardant un point fixe lumineux dont on croit avoir bougé. Ça, c'est le plus drôle, c'est que c'est vraiment illusoire et totalement aléatoire. Là-dessus, on peut faire plusieurs interprétations qu'on peut faire. Tout d'abord, tout le monde donc voit le point bouger et tout le monde abandonne sa propre norme individuelle au profit de la norme sociale établie ensemble. Ici, on peut parler de conformisme. C'est d'autant présent parce que l'estimation établie individuellement est très incertaine, parce qu'on n'a pas de repères visuels, etc. L'incertitude et le doute de ses propres estimations n'est pas la seule explication. Il y a aussi l'inconfort, l'insécurité et l'exclusion sociale que pourrait provoquer ma propre norme individuelle, bien trop éloignée de celle du groupe. C'est donc aussi vouloir garder une certaine cohérence de groupe. Après tout, c'est pas la première fois sur ce podcast Science qu'on vous parle d'un être humain avant tout comme un animal social qui coopère. Et ce débat, à vouloir chercher une valeur cohérente qui fait sens à tout le monde, un consensus donc, c'est d'autant plus vrai si on cherche à décrire le réel, comme un consensus scientifique presque. C'est parce que les personnes croient vraiment décrire un phénomène réel qu'elles tendent à trouver une valeur juste décrivant la réalité supposée. On se base sur la croyance qu'un consensus a davantage de poids et d'arguments pour décrire une vérité. La normalisation existe donc uniquement si on croit que le phénomène observé est vrai. Autrement dit, si on dit aux participants dès le début que c'est une illusion, chacun campera sur ses positions, sur ses propres normes individuelles. Il n'y aura pas de normes sociales établies. Dernière chose à évoquer là-dessus, contrairement à la norme individuelle, rapidement abandonnée, donc une norme sociale établie en groupe, elle, est bien plus stable dans le temps. Si ensuite on reprend isolément Charles ou Wallace pour reproduire l'expérience chacun de son côté, donc isolément, ils annonceront des distances conformes à la norme sociale précédemment établie. Wallace n'estimera plus jamais 10 cm et Charles n'estimera plus jamais 50 cm de moyenne. On parle de normes intériorisées et pas uniquement présentes dans le contexte particulier du groupe. Oui, voilà. C'était pour parler un peu de psychologie, de sociologie, juste avec des points. Et je trouve un truc... C'est trop bien. Étrange phénomène. C'est chouette comme tu l'as. Pas de remarques dans le chat, non. Eh bien, on enchaîne alors avec la chronique de Topo, si elle est bien équilibrée et prête. Elle n'est pas prête. Je peux la faire. Très bien, on va faire ça te va dans ce sens-là ? Comme tu veux. Alors, point de secret entre nous, il faut que je vous fasse un aveu. Lorsque des discussions avec des collègues atteignent un point où la théorie évolutive que j'aborde dans ma chronique pointe le bout de son nez, mon intérêt est au point mort. Selon moi, c'est un peu le point Godwin d'une conversation, le point de non-retour où des biologistes qui peuvent être en tout point d'accord menacent d'en venir au point dès qu'ont été prononcés les deux mots fatidiques suivants, équilibre, ponctué. Alors moi, dans ces cas-là, je compte les points en attendant qu'un autre sujet soit abordé pour la simple et bonne raison que je ne suis pas du tout au point sur cette théorie. Alors, quant à point nommé, la thématique du point a été choisie pour conclure notre saison thématique sur les figures mathématiques. Bon gré, mal gré, je me suis dit qu'une petite mise au point était opportune. Eh bien, après des heures de lecture et de visionnage de vidéos, la lecture notamment d'un rapport de M2 d'un ancien collègue de mon institut qui s'appelle Alexandre Pelufo, lecture que j'ai réalisée et visionnage que j'ai réalisé pour reprendre point par point cette théorie, j'ai le regret de vous annoncer que j'ai le sentiment d'être revenu au point de départ, avec la désagréable sensation d'avoir été baladé pendant des heures sur un rond-point en heure de pointe. J'en suis venu au point de croire que les tenants de cette théorie et ses détracteurs, plutôt que de mettre un point d'honneur à clarifier leur point de vue, n'ont que comme point de mire de pointer du doigt, non sans une pointe de dédain envers leurs adversaires, la popularité décroissante de la vie opposée au leur.
Mais en reprenant point par point les arguments de chaque côté, j'ai enfin réalisé pourquoi la théorie de l'équilibre ponctué m'insupporte au plus haut point. Point numéro 1. C'est une théorie qui parle essentiellement de ma némésis, et là je regrette que Alexa ne soit pas là, puisqu'il s'agit de géologie. Bon, c'est de la paléontologie, c'est presque de la géologie acceptable, mais c'est pas loin quand même. Point numéro 2. L'un des deux auteurs qui l'a rédigé, cette théorie des équilibres ponctués, c'est Stephen Jay Gould, dont le style rhétorique a toujours été un point sensible pour moi, et par cela je veux dire que la lecture d'un paragraphe de sa prose me fait systématiquement l'effet d'un point américain dans le bas-ventre. Alors je sais, c'est un point de discorde. Il y a des fans de Stephen Jay Gould souvent qui passent par le podcast, et notamment un ancien membre du podcast qui s'appelait Marco, et qui l'appréciait beaucoup. Donc là, on en est au point de ma chronique où je vais improviser la suite puisque je n'ai pas eu le temps de la rédiger et malheureusement, je ne pourrais pas mettre les points sur les i sur tout ce que je voulais dire. Ce n'est pas grave, je vais essayer de vous vulgariser, en tout cas de vous partager ce que j'ai cru comprendre de ce que c'est que l'équilibre ponctué, et enfin, j'ai véritablement compris pourquoi ça me sortait par les trous de nez. Donc l'idée. En 1950-60, à sortir des années 40, pour expliquer la théorie d'évolution, on en est à un point où on essaye de raccorder la génétique, notamment les années 50, c'est à peu près le moment où on a compris ce que c'était que l'ADN, avec la théorie d'évolution de Charles Darwin. C'est opportun parce que Charles Darwin, pour vous rappeler, lui, c'était la théorie de la sélection naturelle. On a parlé dans de nombreuses rubriques, dossiers et chroniques de Podcast Science. C'est une théorie dans laquelle on parle de variations qui sont transmises de façon héréditaire et sur lequel il peut y avoir un filtre, un tamis, qui sélectionne naturellement donc des variants adaptés et donc qui amènent à l'adaptation au fur et à mesure des espèces. Ça, c'est la théorie de Darwin, et ce qui est fascinant, c'est que Darwin n'a absolument aucune idée de qu'est-ce qui porte ces informations de variation héréditaire. La génétique arrive, on commence à comprendre ce que c'est que les gènes, et tout le monde se concentre alors à ce moment-là, dans les années 50-60, sur « ouais, super, on va faire de la biologie moléculaire, on va faire de l'évolution moléculaire, etc. » Et dans les années 60-70, il y a un peu le parent pauvre de l'évolution et de la biologie évolutive, la paléontologie. Bah, la paléontologie, ça ne peut pas bricoler avec des gènes. Malheureusement, c'est des cailloux. Donc, ça va. Trop de gènes. Il n'y a pas beaucoup de gènes, et la plupart des paléontologues se considèrent géologues. Ils se disent, oui, bon, bah, la théorie de l'évolution, c'est sympa. Nous, on observe, on a les dinosaures, on est cool, etc. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. On affiche des espèces qui étaient dans le passé. Et bon, si de temps en temps, on peut filer un coup de main à la théorie de l'évolution en montrant que par le passé, bah, il y avait des espèces qui ne ressemblaient pas à maintenant, ça va. Mais en fait, dès Darwin, il y a une notion qui est importante, c'est de se poser la question genre, est-ce qu'on peut voir les espèces évoluer en temps réel? Et Darwin est très clair, à son avis, c'est pas possible. C'est vraiment un système qui est tellement lent que ça va prendre des générations et des générations, alors que peut-être pour des micro-organismes, ils pouvaient suspecter que ce soit faisable, mais eux, ils n'avaient pas des méthodes d'observation pour pouvoir les traquer. Mais alors lui, quand il se posait des questions sur les plantes, sur les animaux, etc., il pouvait voir des variations sur des espèces domestiquées, mais il n'espérait pas une seule seconde se confronter à ces transformations d'espèces. Or, ce qu'il propose, lui, c'est un système dans lequel, graduellement, les espèces vont changer au cours du temps. Problème. Et ça, c'est un des dilemmes de Darwin, c'est que lorsqu'on regarde le registre fossile, bah, on peut avoir des morphologies qui nous disent, voilà, il y a eu telle espèce A, puis après telle espèce B, puis telle espèce C, mais force est de constater que c'est pas graduel. On passe de A, puis à B, puis à C, avec des changements de morphologie. Or, comme on n'a que la morphologie en paléontologie, on ne peut se baser que sur ces caractères-là
pour nommer des espèces. Donc déjà, il y a vraiment quelque chose de très 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 compliqué à envisager quand on essaie d'utiliser la paléontologie pour pouvoir décortiquer des mécanismes évolutifs, c'est qu'on ne va utiliser pratiquement que la morphologie, que des caractéristiques visibles. Et c'est sur ces notions-là qu'on va nommer les espèces. Donc déjà, il y a un biais énorme. C'est comment on sait que les espèces, alors qu'elles ont la même morphologie, appartiennent à un même groupe. C'est compliqué à détailler. Nous, on peut utiliser des données génétiques et c'est beaucoup plus intéressant. Et surtout, c'est un registre fossile. Donc, a priori, il faut, dans ce registre fossile, trouver tous les organismes qui ont fossilisé pour pouvoir détailler à quoi ressemblait un écosystème et plus en avant, voir comment ça a changé au cours du temps. Donc Darwin, face à ça, il s'est tout simplement dit, bon, moi, ma théorie, ce que je propose, c'est qu'il y ait des changements graduels des espèces au cours du temps. De génération en génération, des infinitésimales modifications se propagent au fur et à mesure, et donc on va avoir des changements graduels des espèces au cours du temps. Très simple. C'est pas ce que j'observe dans le registre fossile. Je vois plutôt qu'il y a des changements morphologiques. Ces changements morphologiques, ça devient un dilemme, et la manière dont l'explique Darwin, c'est des fossiles. Le registre fossile, on peut considérer tout simplement qu'il est imparfait parce que on n'a pas assez cherché, ou tout simplement le registre fossile en soi, ça nécessite qu'il y ait des fossilisations, c'est un événement rare. Il n'y a pas de raison qu'on retrouve systématiquement tous les intermédiaires morphologiques pour pouvoir expliquer que une telle ou telle espèce a des yeux ronds et puis après a des yeux rectangulaires un tout petit peu plus tard. Et on n'a pas justement cette transformation morphologique graduelle. Ça, c'est Darwin. On arrive très très longtemps plus tard, presque 100 ans plus tard, les paléontologues commencent à se poser des questions, genre, tout le monde rigole avec leurs petits gènes, nous dans notre cas on aimerait bien rigoler et parler un tout petit peu d'évolution. Dans ce contexte-là, il y a notamment de grandes avancées qui sont faites à partir des données moléculaires pour pouvoir se poser des questions de comment émergent les espèces. Parmi les grands penseurs des notions des espèces, il y a un certain biologiste qui s'appelle Ernst Mayr. C'est le fameux biologiste qui a donné ce qu'on appelle la définition biologique des espèces, une définition qui est un petit peu malmenée ces temps-ci parce qu'on se pose beaucoup de questions de ce que c'est qu'une espèce, mais qui en gros disait que les espèces, on peut les considérer comme des populations entre lesquelles il ne peut pas y avoir un flot d'informations génétiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un flot ou un flux d'informations génétiques? C'est tout simplement des espèces qui ne sont pas reproductibles entre elles. Ça pose beaucoup de questions, ça ne s'applique que pour des espèces qui peuvent se reproduire de manière sexuée, donc échanger des gènes, etc. Du coup, ça exclut énormément d'espèces d'un point de vue microbiologique qui ne se reproduisent que de manière asexuée. Ça pose aussi des questions sur comment on peut jauger si tel ou tel... concrètement, avec une définition biologique de l'espèce, comment on teste si deux individus appartiennent à la même espèce, on ne va pas les faire se reproduire juste pour savoir. C'est un petit peu crado, quoi. Mais voilà, il y a toutes ces questions qui se posent, mais d'un point de vue théorique, ça a fait un petit peu avancer les choses, et notamment en se posant la question de comment les espèces peuvent apparaître au cours du temps. Et avec la définition biologique de l'espèce de Ernst Mayr, vient une notion qui est cruciale, c'est que s'il y a des flux génétiques au sein d'une population, ça a tendance à uniformiser, à moyenner les possibles variants dans l'espèce. S'il y a beaucoup, si les populations ne sont pas très très isolées, s'il y a beaucoup de flux génétiques, au final, tout le monde va commencer à se ressembler. Ce qui est un peu normal, puisque les gènes se baladent, etc. Alors, il y a des variants, et en moyenne, on peut toujours trouver des variants, mais aussi, on a une bonne moyenne, et ça fait qu'autour de cette moyenne, l'espèce ne va pas globalement changer, et surtout se séparer en de nouvelles espèces. Donc ça pose la question, s'il y a ce phénomène-là, comment naissent les espèces? Ernst Mayr propose plusieurs scénarios, dont un qui est assez connu, qu'on appelle la spéciation allopatrique.
Allô Patrick. Allô, Patrick. Donc, C'est bien ça. on a le- Ouais. en gros, un événement dans lequel une population est tout simplement isolée. Alors le fossé, l'histoire qui est racontée sur l'apparition des humains là, ou qui marche plus, mais Qui ne marche plus qui exactement. marche mais- plus, mais qui a été proposé pendant. Ouais, Pardon. et donc ça c'est un des mécanismes, mais on peut tout à fait l'imaginer. Par exemple, nous, si on balançait des espèces sur Mars et qu'elles ne pouvaient plus jamais se reproduire avec les espèces sur Terre, bah voilà, on aurait une rupture de flot, et même si il y a au sein de ces populations un effet Moyen-Âge, Moyen-Âge, pas le Moyen-Âge, hein, voilà, mais un effet de moyenne qui se fait, bah il y a plus de chances que dans ces effets de moyenne, progressivement, surviennent des mutations qui se propagent dans la population, qui font que lorsque ces populations se retrouvent sur le même territoire, elles ne sont plus capables de se reproduire ensemble. Très bien, on a un mécanisme qui peut nous expliquer que, donc, alors ça peut être de différentes manières, la spéciation allopatrique. Un fossé, comme tu as dit, une isolation, un recul d'un glacier, une arrivée d'un glacier, une ère glaciaire, un volcan, ou tout simplement des populations qui migrent progressivement sur un territoire. Celles qui sont au front de migration sont avec un flux génétique beaucoup plus restreint, avec celles qui sont restées au bercail très très long. Ça, c'est cool, on a un mécanisme. Et donc les paléontologues voient ça, et parmi les paléontologues, il y en a deux qui sont très très importants dans notre histoire, c'est Niles Eldridge et Stephen Jay Gould, qui travaillent à New York, eux, sur leur petit caillou, et qui se disent, putain, c'est quand même un peu couillon, moi j'aimerais bien voir de l'évolution, donc on va essayer de trouver des cas dans lesquels on peut véritablement essayer de répondre au dilemme de Darwin, et de se dire, voilà, les espèces changent au cours du temps. Niles Eldridge, notamment, en 1970-71, il va écrire un papier qui est très très important, dans lequel il a essayé de tester s'il est capable de voir des espèces graduellement changer. Grosse déception. Il prend notamment les trilobites. On en a parlé plusieurs fois sur Podcast Science. Les trilobites, c'est le genre de fossiles, si vous en trouvez, c'est un peu comme les ammonites. Si vous les apportez au muséum en disant « Ah, j'ai trouvé un fossile, il doit être super précieux », ils le prennent, ils le jettent. Direct. Ça n'a aucun... On en trouve partout, on les connaît tous, c'est bon, voilà, c'est pas la peine, arrêtez d'apporter vos trilobites, c'est bon, on les connaît. On connaît toutes les espèces, il y a pratiquement plus de mystère. Ça, c'est hyper important, ça veut dire qu'ils sont très très foisonnants, on en trouve partout, et a priori, si on en trouve, on a suffisamment d'informations pour pouvoir faire des séquences. Donc Niles Eldridge, il se dit, bah voilà, en 1971, je vais commencer ma thèse, je vais trouver des changements, je vais regarder attentivement chaque trilobite que je vois, jusqu'à voir justement un changement de morphologie. Et notamment, il va compter des petits points. D'où l'histoire. Ah, quand même, j'ai réussi à l'emplacer. On l'a attendu, mais... En effet, je ne sais pas si vous avez déjà vu les trilobites, ils ont des yeux, on dirait que c'est des yeux à facettes comme les insectes, mais ce n'est pas véritablement des facettes. Chaque point, on pense que ce sont des lentilles. Donc c'est probablement chacun un œil à part entière. Et donc ils ont des séries de points. Et ceux qu'ils trouvent, notamment dans l'état de New York, ou pratiquement dans toute la côte Est, ils ont quasi systématiquement 17 points. Il y a une espèce qui connaît très très bien, il est capable de voir, il a 17 rangées de points. Et du coup, il se dit, c'est parfait. Si c'est 17 rangées de points, je vais regarder toutes mes colonnes. Il y a un moment ou un autre où je vais voir justement un point supplémentaire à pas. Non. Soit il trouve 17 colonnes de points, soit il trouve 18 colonnes de points. Et là, il ne comprend pas. Il fait, je comprends pas, j'ai deux espèces qui sont dans la même série stratigraphique, donc ça veut dire qu'elles ont cohabité au même moment. Comment ça se fait que je peux trouver que 17 ou 18 colonnes de petits points dans les yeux? Et en faisant des observations un tout petit peu plus lointaines, il se rend compte, alors je ne sais plus exactement dans quel ordre c'est, si c'est des trilobites avec 17 colonnes ou 18 colonnes de petits points dans les yeux, il trouve qu'il y a un territoire dans lequel il ne retrouve qu'une seule population.
mais un tout petit peu plus tôt dans la séquence. Enfin, en tout cas, à un endroit où il ne trouve que cette série-là. Donc, soit 17, soit 18 points. Alors que dans l'État de New York, il peut trouver les deux cohabitants. Et là, il fait quelque chose qui est remarquable pour l'époque. Il se dit, ce que j'ai devant moi, c'est des espèces qui étaient probablement stables dans le temps. Une a été isolée, et dans ce territoire d'isolation, a émergé une moyenne à 18 points. J'ai aucun truc avec 17 points, j'ai que 18 colonnes à cet endroit-là. Et ceux-là sont revenus dans leur territoire d'origine. D'où la cohabitation avec des trilobites à 17 colonnes et 18. Ce qui se passe ici, dans sa tête, c'est la possibilité que des événements très très rapides, d'un point de vue géologique, bien entendu, aient eu lieu pour expliquer une cohabitation de deux espèces communes, mais qui parlent bien d'une spéciation. Alors que, si on regarde quand est-ce qu'on retrouve ces trilobites à 17 ou 18, ils sont très très stables morphologiquement dans le temps. Ça, Nice a fait son petit article. Ça fait un flop retentissant, tout le monde s'en fout. Hein. De toute façon, c'est des cailloux. J'ai envie de dire. Voilà. Mais il commence à parler dans son laboratoire à divers pontes, et notamment un senior dans son équipe qui a fini sa thèse et qui commence à chercher lui ardemment, et qui s'appelle Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould est ensuite invité à faire une présentation dans un colloque très très réputé, dans lequel on lui dit va parler de ce sujet, un sujet qui l'intéresse pas du tout, et qui dit non mais moi je vais parler d'évolution en paléontologie. Les gens disent et en fait je sais exactement qui peut en parler. Il y a un étudiant dans mon équipe qui a fait une découverte remarquable. S'il fait sa présentation, on va pouvoir en faire une bonne présentation. Visiblement la présentation a plu, puisque après, ils sont tous les deux invités à écrire un article, un compte-rendu dans un livre qui reprend tout ce qui a été discuté dans cette conférence. Et c'est donc le chapitre 5, je crois, une dizaine de pages, dans lequel Stephen Jay Gould, qui est visiblement un vulgarisateur réputé et penseur, quelqu'un qui se disait, moi, je ne vais pas attendre d'avoir 60 piges pour faire de la théorie des théories sur la biologie. Moi, même si j'ai 30 ans, allez, go, on y va. On va pouvoir expliquer des trucs au reste du monde. Je vais pouvoir appliquer des choses de biologie moléculaire pour parler de mes fossiles. Et donc, il va reprendre un tout petit peu le texte de Eldridge et en faire quelque chose qui, à son goût, est lisible, au goût de beaucoup de gens révolutionnaire, et à mon goût, totalement indigeste. Stephen Jay Gould, c'est un peu quelqu'un qui, dans ma propre carrière, est devenu un point sombre, un point noir, vraiment l'horreur quand je vois son nom, parce que tout le monde l'adore, tout le monde trouve qu'il a un style génial, et moi, j'ai jamais pu piffrer une seule ligne de ce qu'il a écrit. Il a écrit La vie est belle, il a écrit... Et moi, je trouve, un, pédant. Deux, c'est le genre de gars, dans l'introduction de un de ses textes, pour pouvoir expliquer un petit peu plus tard la théorie des équilibres ponctués, rien que dans l'introduction, il fait ce qu'on appelle du name dropping. Il fait, allez, je vais te parler de Nietzsche, je vais te parler de Newton, je vais te parler de Charles Darwin, et je suis juste derrière, moi, parce que je suis parmi les grands, donc... un ego assez surdimensionné, et je crois que le pire, c'est que dans tous ces textes de vulgarisation scientifique, il fait des références au baseball. Et il va t'expliquer les règles du baseball, dont on n'a rien à foutre, pour t'expliquer un principe d'évolution qui est hyper compliqué, et pour moi, je n'ai jamais compris un tel engouement sur son style d'écriture. Et je crois que ça a contribué à faire que la théorie des équilibres ponctués soit quelque chose d'aussi sulfureux. Parce que je suspecte qu'il y a beaucoup de biologistes qui, par principe,
parce qu'il a un style de connard, vont dire que ses idées, c'est de la merde. Et malheureusement, c'est pas exactement le cas. Là, d'avoir fait la démarche intellectuelle de me pencher justement sur ce qu'il avait à proposer, je commence à croire que, en effet, ils étaient sur une bonne piste, que la plupart des écrits que j'ai lus, par exemple de Dawkins, d'autres personnes qui caractérisaient Stephen Jay Gould comme un non-darwinien, etc., étaient infondés sur ce qu'il proposait véritablement. Je m'explique. Quand ils ont vu ça, Eldridge et Stephen Jay Gould, qu'ils pouvaient utiliser le système de spéciation allopatrique ça me fait trop rire. Oui, j'essaie de me concentrer à chaque fois, mais si tu le relèves... Pardon. Donc, ce système de spéciation qu'il semblait pouvoir être appliqué à des séries de fossiles, pour eux, ils se disaient, peut-être que là, on a enfin l'explication de pourquoi le registre fossile a posé un problème à Darwin. En gros, Darwin, lui, il cherchait à voir quelque chose dans lequel il y avait des changements morphologiques graduels. Ça veut dire que les espèces, elles changent tout le temps. Selon eux, Eldridge et Stephen Jay Gould, ils disaient, ça se trouve, on devrait regarder le registre fossile pour ce que c'est. Morphologiquement, là, par exemple, pour cette histoire de trilobite, mais ils disaient, il défiait même des gens, donnez-nous une série de fossiles et on va vous montrer qu'elles suivent à peu près notre théorie. Et cette théorie, cette observation, c'est les espèces sont morphologiquement stables, ce qu'ils ont appelé de manière débile stase. Alors là, les créationnistes se frottent les mains, genre une stase dans l'évolution, c'est merveilleux, ça veut dire que tout est stable, ça veut dire que l'évolution n'existe pas. Bref. Idée débile. Donc ils ont appelé ça une stase, ou même homéostase, un peu comme nous, on est dans un système homéostatique, c'est-à-dire que nous, avec notre corps, on est à plus ou moins 37 degrés, on a un rythme cardiaque, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des variations, mais que globalement, ça reste autour d'une moyenne. C'est ça qu'il voulait dire par stase. Et donc, en effet, quand on regarde des trilobites fossiles, ils sont dans une stase morphologique, ça veut dire qu'ils ont une moyenne, et autour de cette moyenne, des variants à peu près similaires. C'est stable. Sur des millions d'années. Ça, c'est hyper important. Parce que quand c'est stable sur des millions d'années, et que d'un coup, on voit deux espèces dans le même territoire, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé. Leur proposition, c'est de dire que grâce au système allopatrique, dans des temps géologiques, c'est ça qu'il faut retenir, dans des temps géologiques, ça peut être 1 million d'années. Ça, c'est un temps géologique très très court. Ou 10 000 ans. Ça, c'est même pas une seconde géologique. Eh bien, vous pouvez avoir d'un coup, paf, une brusque apparition dans le registre fossile de deux morphologies différentes qu'on n'est pas capable de documenter. Tout simplement parce que c'est la spéciation allopatrique qui a eu lieu dans un territoire avec migration dans le nouveau territoire. Et si je regarde, moi, ma séquence, à un moment, j'ai une espèce avec 17 colonnes, et boum, j'ai 17 et 18 qui cohabitent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Probablement, justement, quelque chose qui a rupturé la stase. Et alors, pourquoi ils ont utilisé ce vocabulaire-là ? Ils se sont dit, nous, on va dire que la stase, on appelle ça un équilibre, et qu'il est parfois ponctué d'événements pour faire apparaître des espèces. Rien qu'en le disant, j'ai envie de les frapper. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils ont vraiment rien compris à la communication. Quoi. En gros, l'idée, c'est que tu es dans une stabilité et que tu as des événements qui font qu'une population est coupée en deux, qu'une population, pour une raison ou pour une autre, est coupée en deux et séparée. Voilà. Ouais. Et donc, comme ça, c'est relativement brutal. Tout d'un coup, tu vas avoir une autre population qui apparaît à côté, qui va créer une autre espèce. Et que donc, tu n'as pas En fait, tu as une variation continue. La stabilité, c'est une variation continue. Ouais. Et de temps en temps, un événement fait que tu as une espèce qui va être sélectionnée. Oui, ça veut dire que, et ça c'est très très important,
souvent, ils ont été les résultats de Eldridge et Jay Gould ont été interprétés comme vous proposez que d'un coup des espèces apparaissent. Et ça, c'est totalement contre-darwinien, etc. Eux, ils disaient, attendez, nous on cite Mayr, Ernst Mayr, qui est un des propositeurs de la théorie darwinienne moderne, c'est-à-dire celle qui incorpore l'ADN. Bien sûr qu'on est darwinien. Nous, on essaie juste d'interpréter le registre fossile. Et la manière dont on le fait, c'est en appliquant des règles qui s'appliquent sur des espèces qu'on connaît maintenant, et en essayant de voir si ça peut expliquer le registre fossile tel qu'on l'observe. Donc ça a été c'est paru, et une des choses remarquables qui a été faite à la suite de ce travail, c'est de dire, en fait, voilà, on peut faire de la paléontologie et de l'évolution. Très, très cool. Donc ça, il faut les applaudir. C'est devenu quelque chose qui est faisable grâce à ça. Maintenant, est-ce qu'on peut critiquer la théorie des équilibres ponctués ? Alors, il y a différentes choses. La première, c'est le vocabulaire. Et là, je pense que j'ai été assez clair. Ils se sont tirés tout seuls des balles dans les pieds. Enfin, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont utilisé le pire vocabulaire possible. Même Dawkins, qui est quand même quelqu'un qui réfléchit et qui est capable, c'était le premier en disant, genre, mais qui utilise ce vocabulaire ? Enfin, c'est pas possible d'utiliser ça. Et d'ailleurs, il s'est trompé très probablement en interprétant les intentions de Gould. Et là, donc, dans le magnifique mémoire de M2 de Alexandre Pelufo que j'ai lu, j'ai pu voir justement côte à côte ce que disait Gould face à ses détracteurs. Et vraiment, c'est de la mauvaise foi des deux côtés. C'est vraiment... l'un ne sait pas parler et l'autre ne sait pas écouter. Donc ça, c'est un dialogue de sourds par excellence. Mais cependant, il y a deux choses qu'il faut remarquer pour savoir si les équilibres ponctués sont intéressants ou pas. La première, c'est que est-ce que ça donne une bonne image de comment fonctionne l'évolution ? Alors, il y a un piège qui est celui que j'ai dit qu'on pourrait imaginer que, paf, d'un coup, les espèces apparaissent d'un coup d'un seul, en imaginant qu'il y a, il y a un organisme qui est d'un coup à une colonne de 18e colonne de petits points chez les trilobites, et c'est cet individu qui va se propager. C'est pas comme ça que fonctionne à la fois la théorie d'évolution et la spéciation. C'est plusieurs variants qui, dans un écosystème particulier, vont être sélectionnés. Ça va prendre du temps, mais localement, c'est faisable. Donc, ça peut être plus ou moins rapide si justement l'écosystème change. Et surtout, si la population a une taille réduite. Ça, c'est hyper important pour pouvoir justement permettre à certaines caractéristiques morphologiques de se fixer. Alors après, il y a plein d'autres explications. Ça peut donner l'impression qu'on arrive à des sauts d'espèce en espèce, tels que le registre fossile le laissait entendre. Ces sauts-là dont on parle, pendant longtemps, c'était une explication qui était proposée, en disant, ça se trouve, l'évolution, c'est un mécanisme saltatoire, on va de saut en saut, c'est ce qu'on appelle le saltationnisme, et on a accusé Eldridge et Gould d'être des saltationnistes. Alors, c'est pas sal, plus loin tationniste, ça ne veut rien dire, mais de proposer une évolution par saut. Ok, donc ça ne marche pas, c'est pas des saltationnistes, et eux-mêmes s'en défendent. Oui, parce que, je veux dire, c'est rejeter complètement, c'est contraire à... Parce que de ce que tu décris, c'est complètement compatible avec Darwin, le saltationnisme. Ça pourrait être compatible avec Darwin si un organisme, paf, s'étendait pour faire toute une population. Mais c'est pas comme ça que marche Darwin. Darwin, l'évolution, c'est à une échelle d'une population. Donc c'est des variants qui progressivement, non pas d'un individu, mais à l'échelle d'une population, envahissent et deviennent la norme morphologique ou la norme comportementale ou la norme du caractère. Saltatoire, c'est de la génération N à la génération N plus 1, paf, on a un changement. Il y a des exemples qui peuvent suggérer que ça arrive, c'est certainement pas la norme. C'est un événement rarissime. Donc ça, c'est ça le saltationnisme, et eux, ils étaient là, en fait, vous êtes cons, on dit depuis le début qu'on est dans des termes géologiques. Même nous, on peut pas voir une génération dans un registre fossile, donc comment on pourrait dire ça ? Et c'est là où il y a des gens qui viennent regarder la théorie des équilibres ponctués. Il fait, très bien, vous avez dit que c'est dans un registre fossile et à des échelles géologiques.
dans quelle mesure vous êtes capable de dire alors que ce que vous voyez ici, c'est non pas un processus graduel dans lequel le registre fossile est perdu, et ce que vous proposez. En gros, ça c'est une vidéo que je partagerai dans les notes de l'émission, notamment d'une chaîne que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Stop Science, d'un paléontologue assez reconnu qui vit en Afrique du Sud, qui fait partie du Café des Sciences, et qui disait que un des problèmes de la théorie des équilibres ponctués, c'est que c'est une explication, théorie entre guillemets, qui est non falsifiable. On ne peut pas prouver avec le registre fossile qu'elle est vraie ou pas. Et il y a notamment un avis contraire dans lequel on sera toujours confronté au fait que, certes, c'est une explication, mais on ne peut pas la contredire par quelque chose de graduel dans lequel on aurait perdu des informations, même si aussi courte soit-elle. Donc ça, c'est un problème avec la théorie des équilibres ponctués, c'est que c'est non falsifiable. Mais il y a pas mal de chercheurs maintenant qui s'intéressent à dire, d'accord, eux, ils l'ont fait à des échelles géologiques, à l'échelle de fossiles. Est-ce que la théorie des équilibres ponctués pourrait être applicable sur des espèces qui vivent maintenant? Est-ce qu'on serait capable de le voir? Et là, c'est ça où je trouve ce qui est assez remarquable, c'est qu'il y a de très très nombreux détracteurs de Gould et Eldridge qui disent, en fait, de Gould et Eldridge, ils sont des néo-darwiniens, ils pensent qu'ils sont des nouveaux Darwin qui pensent différemment de Darwin. Or, ils appliquent une certaine de ces règles. La seule chose qui contredisent à Darwin, c'est le fait que il peut y avoir des stases et des étapes très très rapides. C'est ça qu'ils disent. Dans le registre fossile, uniquement dans le registre fossile. Quand Gould, à qui on a posé fréquemment la question, on lui a demandé « Mais vous pensez pas que là, dans les milliers de recherches en biologie moléculaire, etc., il n'y a pas des choses qui permettent d'expliquer justement votre théorie des équilibres ponctués ?» Il bottait en touche. Parce que je trouve ça remarquable. Je fais oui, pourquoi pas. Moi, ça m'intéresse pas. Je suis agnostique sur le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les cailloux. Et donc, sur ce point-là, je pense qu'on peut tous, justement, s'arrêter de discuter des équilibres ponctués à partir du moment où même leur fondateur disait ça ne concerne, selon nous, que des temps géologiques, sur des choses qui sont donc à des échelles géologiques, un temps très 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 long, de 10 000 à 1 million d'années, et qui ne se posait même pas la question de si c'était applicable à l'heure actuelle sur des espèces maintenant. Donc ce que je propose, c'est que, puisque, 1, les équilibres ponctués, le nom c'est de la merde. 2, ça parle de géologie. On met tout ça à la poubelle, on laisse de côté, on dit « Ah, voilà, c'est de l'histoire de science, très bien. » Et s'il y a des gens qui sont intéressés par vraiment comment évoluent les espèces à l'heure actuelle, et est-ce qu'il peut y avoir des mécanismes d'évolution rapide et d'évolution lente, on les appelle par un autre nom. Et on laisse à cette théorie un point final. Ah, voilà. T'avais le mot de la fin. J'avais la fin. C'est marrant parce que j'ai essayé de suivre, j'ai l'impression d'avoir suivi, et j'ai l'impression que tout se joue en fait sur la vitesse des transitions. C'est ça. C'est vraiment Exactement uniquement ça. Et donc, moi, en tant que béotien, pas absolu, mais quasi, j'ai tendance à me dire, je suis prêt à me dire que ça dépend des fois et que c'est plus ou moins rapide et que j'en ferai pas tout un fromage, tu vois, j'en ferai pas une nouvelle théorie carrément. En fait, la raison pour laquelle ils en font une théorie, et là, c'est tout à fait valide, et je trouve que c'est intéressant de le faire de leur point de vue, c'est tout simplement de regarder le registre fossile et dire, mais en fait, les gars, ouvrez les yeux. Des espèces stables, on en voit partout. Chez les plantes, chez les animaux, chez machin. Comment on explique ça? Et donc, ils ont proposé d'appliquer quelque chose qui était en dehors du registre de la paléontologie classique, qui appartenait plutôt au registre de la biologie moléculaire, de la génétique des populations, pour pouvoir expliquer ces phénomènes. Malheureusement, c'est une théorie qui n'est pas falsifiable. Donc, ça ne fait pas avancer le schmilblick. C'est juste genre, ah, ça se trouve, c'est ça. Mais on ne le saura jamais. Après, du falsifiable sur les fossiles, enfin... Oui, tu peux pas, en fait.
il faudrait que... Enfin, tu peux faire des choses où tu dis, si on trouve des fossiles qui ont telle et telle propriété, ça pourra confirmer ou infirmer, ça sera jamais... je mettrais vraiment en lien de l'émission cette vidéo de Stop Science, parce qu'il disait, si c'est dans des registres géologiques, 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, c'est combien de générations de trilobites? C'est beaucoup, et c'est au-delà de nous, ce qu'on a pu voir à notre échelle humaine. Donc c'est même pas imaginable pour nous. Donc 300 000 ans à notre rythme de reproduction, par exemple, c'est ce qu'il faut pour qu'on passe de l'homme de Cro-Magnon à nous. Bon, c'est assez rapide, quoi. Il s'est passé des petites bricoles depuis. Ça va vite. Donc, comment on peut imaginer qu'on est capable de documenter un phénomène graduel ou un phénomène très rapide? Non, on peut pas. Et alors, les histoires de... parce qu'il y a toujours des histoires qui circulent de... on voit des spéciations, ou en tout cas, peut-être pas des spéciations, mais des variations très fortes qui peuvent te faire dire ça peut amener des spéciations. Genre l'histoire avec les papillons blancs et les papillons noirs, là, ou ce genre de choses, là. Ça, on peut pas dire qu'on pourrait voir justement des spéciations... en fait, c'est la même espèce. Oui, c'est la même espèce, mais tu vois... Ça marche pas, du coup. Oui, mais il y a une grosse variation où j'entendais dire aussi, je sais plus où j'avais entendu dire ça, que les mésanges des villes commençaient à chanter tellement fort qu'elles se faisaient plus reconnaître par les mésanges des champs et vice-versa. Ouais. Que ça, c'était potentiellement une spéciation en cours aussi. Enfin... Potentiellement. Voilà. C'est toujours le problème. Et sur les vies des micro-organismes, tout ça... Et sur le vie des micro-organismes, on n'est plus dans le champ de l'application de la spéciation allopatrique. Dont je me lasserai jamais. C'est vrai que c'est bien. Allopatrique, c'est bien. Dans le chat, on parle des phalènes de bouleau aussi. C'est ça, c'est les fameux papillons. C'est ce que je racontais, ouais. C'est les phalènes. Ok. Je savais bien. Mais en fait, c'est la même espèce, donc... Ouais. Il y a aussi l'histoire des moustiques du métro londonien, non? Oui, tout à fait. Et là, on a une isolation. On est capable de dire qu'il y a une population qui, a priori, ne rencontrera plus l'espèce de surface, puisqu'elle est vraiment adaptée à ce nouvel écosystème. Et donc, c'est arrivé en quelques générations. C'est un mécanisme. La grande question, c'est toujours se demander, est-ce que c'est quelque chose qui est généralisable ou est-ce que c'est quelque chose de rare? C'est sûr. Vraiment, il y a deux choses. C'est un, est-ce que c'est rapide ou lent? Et ça, c'est subjectif. Deux, est-ce que c'est généralisable ou pas? Et ça, malheureusement, il faut trouver un seuil à partir duquel on est capable de ce qui est marrant, c'est que les phalènes, les moustiques, les mésanges, c'est lié aux activités humaines qui sont quand même un énorme bouleversement par rapport à toute l'histoire de la Terre, quoi. Oui. Après, il y a une vitesse, il y a une vitesse de changement de conditions de vie qui est incomparable avec tout ce qu'a pu connaître la Terre avant. Mais ça, on est même capable de le documenter, c'est-à-dire qu'il y a des événements rarissimes dans lesquels une catastrophe peut amener après une radiation évolutive. Ça, c'est parce que tu purges toute la Terre de niches écologiques et que progressivement, mais à une échelle beaucoup plus rapide que ce qu'il y avait avant, tu offres des territoires pour de la spéciation. Ah, c'est le numéro d'espèces sur les îles. C'est ça. Oh, c'était trop bien. Donc les radiations évolutives, c'est un des patterns qui est un peu à rapprocher des équilibres ponctués, mais pareil, qui dans le registre fossile est difficilement documentable aussi, malgré tout, même si on a toutes les chances toutes les cartes pour croire que c'est exactement ce qui s'est passé à chacune des catastrophes, il y a quelqu'un qui pourra dire oui, mais comment vous pouvez nier que c'est peut-être quelque chose de graduel, mais très très rapide. Voilà. Ça manque de définition, ça manque de matheux, votre domaine, je crois. Et surtout, ça aurait bénéficié de ne pas avoir des Gould dans l'affaire, parce que... on a compris. Je crois qu'on a compris l'idée. D'accord. C'est bon, le message est passé. Voilà. Il y a une remarque dans le chat aussi, j'imagine que c'est un peu ce qu'on montre aussi en linguistique, parce que c'est vraiment cette histoire de transition qui soit est directe, soit diffuse, j'imagine. Je crois que la théorie des équilibres ponctués, elle a été adaptée sur des évolutions culturelles aussi. Ouais. Ok, merci pour cette chronique. Tu vois, finalement,
T'as trouvé l'équilibre sur un truc. Ouais. Après, je vais la réécouter, je vais me dire, oh non, mais putain, mais qu'est-ce que t'as dit là? Moi, j'ai trouvé ça bien. C'est gentil. Oui. Transition saltatoire vers Robin. Ah ouais, total. Alors attendez, parce que moi j'ai écrit une rubrique, mais j'ai pas l'habitude de lire, donc je pense que je vais pas bien arriver. On est chacun sorti de notre zone de confort. Hein. Ouais. On va voir combien de temps j'arrive à lire. Je vais faire un petit peu d'histoire dans cette chronique. Podcast Science a perdu bien des matheux. Il y a une époque, une belle époque, où une réunion, nous étions 2 sur 4 dans l'équipe. Personne n'aurait pu lutter contre nous. À cette époque lointaine, il y avait donc David, Alan, Nicotube et moi. Et le podcast avait l'air de s'installer dans la durée, donc nous avions tenté d'organiser un petit peu les choses. Oui, alors j'ai organisé, on était 4, hein, il n'y avait pas que moi, sinon évidemment ce mot n'a aucun sens. Et donc nous avions passé un petit séjour en Suisse, dans les montagnes, et nous avions créé une association suisse. D'ailleurs, je recommande à toute personne qui sait un peu comment fonctionnent les associations d'aller regarder comment se passent les associations suisses. C'est un bonheur, c'est incroyable. On dit qu'elle existe, elle existe. On n'a rien à déclarer tant qu'on gagne pas plus de je sais plus combien de milliers d'euros. Enfin, c'est complètement improbable. Enfin, de francs suisses, pardon. Et on avait tenu une première AG. Vous savez que quand on fait une association, il faut tenir des réunions régulières. Officielles, avec des comptes rendus, tout ça. Il faut tenir les comptes financiers. Il y a plein de choses à faire très sérieux. Et il se trouve qu'à cette époque, nous avons décidé d'appeler ces réunions des points fixes. Et alors, je ne sais pas si cette tradition a été conservée par les petits jeunes. Et si c'est le cas... Je ne sais pas si vous appelez ça encore des points fixes, et je ne sais pas si vous appelez ça encore des points fixes, si vous savez d'où ça vient. Moi, je sais qu'on les appelle des points fixes, je ne sais pas d'où ça vient. Voilà. Ouais, je sais. Donc, installez-vous confortablement les petits jeunes, Papy Robin vous raconte. Donc, en ce temps-là, nous étions 2 matheux dans l'équipe, 2 matheux et demi, on pourrait dire, puisque David n'était pas insensible complètement aux mathématiques. Et Alan subissait, globalement. Bon, il était quand même attendri, il trouvait ça mignon, les matheux, un peu fatigant, mais mignon. Je vous rappelle que Nico, enfin pour ceux qui n'ont pas vraiment en tête ce qu'était Nico, il n'est pas plus reposant que moi, je crois, je pense pas. Et lors de l'une de nos discussions, donc pendant ces quelques jours dans les montagnes suisses, j'ai abordé avec Nico le sujet du théorème du point fixe. Alors, des théorèmes du point fixe, d'ailleurs, il faudrait dire, puisqu'il en existe une palanquée de théorèmes du point fixe. Et comme son nom l'indique, alors il faut quand même que je vous raconte un petit peu ce que ça dit, c'est un théorème qui dit que certains points ne bougent pas. Alors, la version basique. Alors, basique, attention, il y a quand même des notions de maths un petit peu que tout le monde n'a pas, j'essaye de faire simple. On prend une fonction continue. Donc une fonction continue, pour les gens qui savent absolument rien sur les fonctions, disons qu'on va dire que c'est une ligne qu'on trace sans lever le crayon. Ok, j'aime bien. Une fonction continue qui va de 0,1 dans 0,1. Donc vous prenez l'axe des abscisses des ordonnées, ça va donner des boutons à beaucoup de gens, j'essaye de rester le plus simple possible. On prend juste le segment 0,1 et ça veut dire que la courbe va de gauche à droite de 0 à 1, et que de haut en bas, elle ne peut aller que de 0 à 1, elle ne peut pas sortir de cette zone-là. Tu aurais dû dire l'axe des X et l'axe des Y. L'axe des X et l'axe des Y, tout à fait. Et donc, ce que dit l'un des théorèmes, la version la plus simple, c'est qu'une fonction comme ça continue, qui va de 0,1 dans 0,1, aura toujours au moins un point fixe, c'est-à-dire que tel que f de x est égal à x. Alors, c'est assez facile, en fait, de s'en convaincre. Il y a une droite qui est la diagonale du carré. Quand on prend abscisse ordonnée 0, 1, 0, 1, il y a la diagonale du carré qui va de en bas à gauche en haut à droite. C'est exactement la droite qui correspond à y égale x, f de x égale x. C'est tous les points pour lesquels f de x égale x. Et là, on est en train de parler d'une fonction qui part de la gauche, qui va vers la droite et qui est continue. À un moment donné, elle va croiser cette diagonale. Elle n'a pas le choix. Si elle ne la croise pas, c'est qu'elle part du point 0, 0 et qu'elle reste toujours en dessous, ou qu'elle arrive au point 1, 1 tout en haut à droite et qu'elle est partie d'au-dessus. Mais en tout cas, si elle ne croise pas, c'est qu'elle touche ce segment-là, soit en 0, 0, soit en 1, 1. Donc il y a au moins un point dans lequel f de x égale x. Un tout petit peu plus subtil, si on impose à la courbe d'avoir une pente qui est plus petite que cette droite-là.
C'est-à-dire qu'on a la droite, la diagonale, là, et on va dire qu'on prend une fonction qu'on appelle une fonction contractante. Une fonction contractante, c'est une fonction qui contracte, donc qui rend plus petit. Et ça veut dire que si on part de 0,1, on ne peut pas arriver sur 0,1, on va arriver sur quelque chose de plus petit. Et pour s'assurer de ça, on dit que cette fonction-là, cette courbe, n'a pas le droit d'avoir une pente plus forte que celle de la diagonale. Au mieux, elle monte comme la diagonale, et légèrement moins. Et ça, dans cette situation-là, on est assuré qu'elle ne coupera qu'une seule fois. Il n'y aura qu'un seul point fixe. Il y en aura un, et il n'y en aura qu'un seul. Je vais passer les détails, on s'en convainc intuitivement assez bien, c'est-à-dire qu'une fois que c'est passé en dessous, vu qu'elle ne peut pas monter plus, elle ne pourra pas recroiser une deuxième fois. C'est ça, intuitivement ce qui se passe. Alors, il y a la version en dimension 2. On part d'une surface et on la déforme sans la déchirer. L'exemple le plus simple et le plus rigolo qui existe, c'est vous prenez 2 fois la même carte routière, ou la carte IGN si vous préférez vous balader à pied. Vous prenez une des deux, vous la froissez. Vous avez globalement rapproché des points les uns des autres, vous n'avez pas déchiré la carte, vous avez fait une déformation continue, ce qu'on appelle en maths, et vous la placez au-dessus de la carte que vous n'avez pas froissée. Et bien, dans cette situation, il existe obligatoirement un point fixe, c'est-à-dire un point qui est exactement au-dessus de sa copie sur la carte qui est restée à plat. Non. Si. Alors, on peut s'en convaincre intuitivement. Si. Ah, mais qui touche pas, alors. Non, c'est juste qui est à la verticale, Ah. qui est à la verticale de son image sur la carte plane. Ça me trop du cul fixe. Voilà. Alors, l'idée, c'est de dire, on peut dire, par exemple, j'ai la carte froissée, là, elle recouvre pas toute la carte. Donc, je vais prendre juste la partie de la carte qui est sous la carte froissée. Alors, l'ombre qui est dans l'ombre de la carte froissée. Cette partie de la carte-là, quand je la prends dans la carte froissée, ça fait une zone qui est plus petite que la carte froissée en entier. Donc, si je prends l'ombre de cette partie de la carte, je vais avoir une zone plus petite sur la carte plane qui est projetée. L'ombre de la... Je le refais. Oui. Je le refais. C'est bien, j'ai Pierre en face de moi, donc si vous ne comprenez pas, voilà. Si vous avez compris, je répète à cause de Pierre. Si vous n'avez pas compris, dites merci à Pierre et à sa tête. Je refais. On a la carte froissée sur la carte. Oui. On prend une lumière au-dessus, là, et on a l'ombre de la carte froissée sur la carte d'origine. Oui. Ce qu'on peut dire, c'est que tous les points qui sont à la lumière, là, ça peut pas être le point fixe. Ils sont pas... Il n'y a pas une version... Il y a la boule froissée. De facto, il n'y a pas la boule froissée au-dessus. La définition du point fixe, c'est que il est le au-dessus point, de lui-même. Il y a quelque chose au-dessus. Il est au-dessus de lui-même. Voilà. Eh oui. Bien. Maintenant, on prend juste la zone qui est dans l'ombre et on regarde son image dans la boule froissée. Ouais. Son image dans la boule froissée, elle est plus petite que la boule froissée. Pourquoi ? C'est juste une partie de la boule froissée, puisqu'on prend juste l'image de la zone qui est dans l'ombre. Qu'est-ce que tu veux dire par plus petite ? L'ombre de la... Ça va être compliqué. L'eau... oui. On prend l'ombre oui. de la zone froissée qui ne correspond qu'à l'ombre. On prend l'ombre de la zone froissée qui ne correspond qu'à l'ombre. Si tu prends une feuille, que tu la froisses, elle est plus petite que la feuille originale. Oui. Oui, d'accord. Voilà. Moi, c'est ce que te dit Romain. Et donc là, ce que tu froisses, tu ne froisses... Tu fais... En fait, ça y est, j'ai. Ta carte, tu découpes toute la partie qui a la lumière. Tu l'enlèves. Oui. D'accord ? Ouais. Ok. Et maintenant, tu regardes où est, dans la boule froissée, la zone qui reste. Ouais. Elle est forcément plus petite que la boule froissée en entier qui correspond à la carte entière. Oui. Oui. C'est pour ça, ça me paraissait évident ce qu'il disait. C'est assez évident. Mais en fait, d'accord. C'est assez évident. Et donc, tu prends l'ombre de ça, de cette petite zone. C'est là où il me perd. En fait, maintenant, tu enlèves... En fait, tu ne froisses que la partie qui est à l'ombre et tu enlèves tout le reste de la carte. Ah ! Ça va te faire une ombre plus petite. Bah oui. Et qui est à l'intérieur de la première zone. Ça y est, de la première ombre. D'accord ? Et donc tu refais et après, ça tu recommences. Et donc, tu as une zone qui devient de plus en plus petite, mais qui sera jamais vide. Il y a toujours quelque chose. Et là, intuitivement, tu es en train de te rapprocher du point fixe. Il y a bien un point qui sera à la verticale de lui-même. Il restera toujours quelque chose dans cette zone qui est dans la zone. Donc ça, c'est une façon un peu intuitive de se convaincre que ce point existe et qu'a priori, sauf cas vraiment bizarre, du genre j'ai plié la carte au lieu de la froisser, donc il y a toute une ligne entière qui est au-dessus d'elle-même,
sauf ce genre de cas, tu auras bien un seul point en fait qui sera au-dessus de lui-même. Ok. Voilà. Donc, ah oui, un autre fait amusant de la première version de la théorie du point fixe, donc juste pas quand on contracte, mais juste quand on est continu, c'est l'une des personnes qui a démontré ce théorème, qui a donné son nom à ce théorème, c'est Brouwer, qui a fait cette analogie de la carte et de la tasse de café. Et il a eu une révélation un jour en touillant son café. Quand on touille le café, on est en train de faire une déformation continue du liquide qui est dedans. Et qui reste dans lui-même. Donc ça, c'est comme la fonction qui va de 0,1 en 0,1, mais en version 3D. Et donc, il en conclut qu'il y a fatalement, à tout moment, une goutte qui est au même endroit qu'avant qu'on commence à touiller. C'est le point fixe dans la tasse de café. Dans le liquide. Dans le liquide. Donc là, tu es passé en 3D. Là, tu passes en 3D. Si tu touilles une tasse de café, tu laisses le mouvement se faire. À chaque instant, il y a au moins un point qui est au même endroit qu'avant que tu touilles. Et c'est quand même rigolo. C'est un théorème. Oui, mais d'accord, oui, tu ne l'as absolument pas démontré, on est d'accord. Non, je ne l'ai absolument pas démontré. Tu nous l'as affirmé. Je voulais affirmer. Je voulais démontrer en une dimension. D'accord. Et je vous affirme que ça existe aussi en 3D. Très bien, et que donc très bien. en 3D, ça permet de dire que quand on touille son café, il y a toujours au moins un point qui est à la même position qu'avant qu'on touille. Parce que je ne l'avais pas là. Ce qui fait quand même plaisir. Pourquoi ça ferait donc, plaisir? On avait déjà légèrement perdu Alan, et donc Topo, s'il avait été là à ce moment-là. Moi, j'aurais pleuré des larmes de sang déjà. En discutant de tout ça pendant une balade dans les montagnes suisses. Et à ce moment-là, on s'est retrouvé face à un plan. Un plan dans les montagnes, avec le fameux point « Vous êtes ici ». Ah. Vous voyez? Et c'est une information exacte, on est ici, et c'est aussi une application du théorème du point fixe, puisque la carte de l'endroit où on est, sans la froisser, c'est une version réduite de là où on est. Donc, on est en train de dire qu'on a une version réduite de... Comme si l'endroit où on était en entier, c'était une carte, et on a une version réduite de la même carte qui est posée au-dessus d'elle-même. Et ça nous dit que, obligatoirement, il y a exactement un point fixe. Et ce point fixe, c'est le point où il y a écrit « Vous êtes ici ». Non. Bah si, puisque vous êtes ici, oui, on est ici, la carte est à cet endroit-là, donc le point que tu montes sur la carte, il est exactement au-dessus du point qu'il représente. Oui, mais s'ils se sont chiés dessus et qu'ils l'ont pas mis au Ah bah non, mais alors s'ils se sont chiés dessus, ils se sont chiés dessus, mais en tout cas, à chaque instant, et ça marche à tous les coups, donc ça alors c'est débile, ça peut paraître complètement évident, c'est évident, mais c'est drôle, c'est-à-dire qu'on peut exactement, à chaque fois qu'on déplie une carte, et de l'endroit où on se trouve, il y a un point de la carte qui est exactement sur l'endroit qu'il représente. D'accord? Et donc là, on était très très contents. Donc avec Nico, on a commencé à... Mais comment? Comment tu pouvais vérifier qu'ils ne sont pas trompés? Non, mais alors là, non, mais non. Bah, c'est-à-dire sinon ce serait perdu. Attends. Bon, on a retrouvé notre chemin. Globalement, c'était bon. Je suis déçu. Voilà. En tout cas, voilà, pensez-y quand même la prochaine fois que vous avez une carte. Là, moi, j'ai une carte du monde chez moi, et donc il y a exactement un point très précis de la carte qui est à l'endroit qui le représente. Et moi, ça m'ensoleille mes journées. C'est donc à chaque fois que vous ouvrez une carte. Et ce point est unique quand même. Et donc, avec Nico, on était absolument ravis, on était très très contents, et on a commencé à crier « Ouais, nous sommes ici sur le point fixe ». Et à chaque fois qu'on croisait un plan, on était là « Ouais, on est ici ». Et je crois que c'est là qu'Alan a craqué. Je crois que c'est là qu'on l'a définitivement perdu. Je pense qu'encore aujourd'hui, quand il se promène, il évite de regarder les plans. Peut-être même qu'il ne se promène plus en montagne. C'est peut-être un peu trop brutal comme souvenir pour lui. Et voilà comment nos réunions ont été baptisées point fixe. Donc voilà. Et bien écoutez, maintenant, allez mettre vos pyjamas et brosser vos dents. C'est l'heure d'aller au lit. Mais pourquoi fixe? Point fixe parce que c'est le point qui ne bouge pas quand tu fais la transformation. Là, en l'occurrence, la carte, tu réduis. Quand tu froisses, quand tu déformes, c'est le point qui ne bouge pas. Voilà. Eh ben, c'est fantastique. On a enfin l'explication. Voilà, vous avez l'explication. On pourra la mettre dans la page Wikipédia de Podcast Science. Si on a une qui existe. Du coup, moi, je vais y penser à chaque fois que je vois une carte maintenant aussi. Je vais être joyeux comme un mathématicien après. Franchement, je suis déçu parce qu'on était peut-être à ça, vraiment à quelques petits points de savoir comment, à partir d'une carte, on est capable de tester où est le point fixe et de voir s'ils se sont trompés. Bah après, sur une carte, où est le point fixe, c'est assez facile. Moi, là, je suis à Paris, tu prends un plan de Paris, tu sais que je suis rhumatiste, tu regardes la rhumatiste, tu vois. Globalement, tu sais trouver le point fixe assez facilement.
Et après, comment, quand tu effaces une carte, si tu fais pas confiance, tu Non, mais prends le mathématiquement, GPS. est-ce que tu aurais quelque chose à faire pour pouvoir déterminer sur ta carte? Non, là, juste faut faire confiance. Mais franchement, voilà. C'est peut-être ça qui Non, est désespéré, Alan. alors d'ailleurs, c'est un truc assez drôle, c'est une remarque qui est faite à pas mal d'endroits parce que, enfin, si vous voulez un tout petit peu de rap, après, si vous êtes fatigué, on va se coucher, hein, mais il y a un petit truc un peu rigolo, c'est que le théorème du point fixe, c'est un truc qui dit il existe un point fixe, mais tu dis pas du tout où il est, justement. Ben voilà. Et notamment dans la tasse de café, ça te dit il y a au moins une goutte qui est au même endroit que mais tu sais absolument pas laquelle et où elle est. Et ce qui est très amusant là-dedans, c'est que Brouwer, celui qui a démontré ça et qui a donné son nom à ce théorème, était un farouche partisan de ce qu'on appelle l'intuitionnisme en maths, c'est-à-dire qu'il se battait contre justement les preuves non constructives, les preuves qui disent ça existe mais je suis incapable de te le montrer. Et vraiment il s'est battu pour qu'on arrête de faire ça en maths. Et il en a fait une. Et il en a fait une. C'est ballot. Donc vraiment, c'est l'intuitionnisme. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Je pense qu'on en a déjà parlé sur Podcast Science, parce que ça a été vraiment un gros débat au début du XXe siècle, entre les gens qui disaient bah c'est une preuve logique, on l'apprend, et lui qui disait justement non, vous avez une preuve qu'un objet existe, vous n'êtes pas foutu de le construire ou de le montrer, ça n'a aucun intérêt. Il faut arrêter de faire ça. Et le théorème qui porte son nom le plus connu, c'est un théorème non constructif. Donc un GPS, c'est un point fixe qui continue, du coup. Je sens que j'ai bugué Cléora pendant quelques mois là. Fais attention de ne pas avoir d'accident quand même, s'il te plaît. Hein, mais il y a un point sur ton GPS, il y a un point qui représente exactement le point sur lequel tu es. Regarde. Si et d'ailleurs, c'est le point qui est en surbrillance générale. C'est un point, voilà. Si c'est un point surbrillant, oui. Que tu es dans le noir, et que tu as l'illusion que ça bouge. Ça bouge tout seul. Le point n'est pas si fixe. C'est comme te dire. Dans la transformation du monde à la carte, c'est le point qui n'a pas bougé. Eh ben merci Robin pour cette chronique. Au moins on saura maintenant l'explication du point fixe des AG de Podcast Science, pourquoi ça s'appelle point fixe. Et comme ça vous saurez où vous êtes. Vous êtes ici. Et on termine avec la réponse quiz d'Eléa. Alors tu nous rappelles c'était quoi le quiz, Eléa? Oui, je vais vous le rappeler tout de suite. Le quiz, c'était: y a-t-il un intérêt à laisser son éponge imbibée, même si c'est de produits vaisselle? Oh. Donc, eh oui. Je suis pas très... Mais alors là, non. Ouais, ça a l'air crade, ça a pas l'air d'être une bonne idée comme Non. ça sur le principe. Mais bon, je vais passer l'éponge sur le fait que j'ai un peu l'impression de faire une chronique pour, l'Union française des consommateurs, mais on va essayer de répondre scientifiquement quand même à cette question. Donc, éponge, ça veut dire qu'aujourd'hui on va parler d'un objet, qui a l'air discret, banal et anodin, mais qui pourtant potentiellement est l'une des armes bactériologiques la plus fascinante de vos appartements quand même, hein. Ces objets mal aimés qui traînent dans le fond de l'évier, à côté du lavabo de la salle de bain, ou au fond du lavabo de la salle de bain, sur le coin de votre terrasse en été pour enlever la poussière avant le barbecue, sur la table en plastique. Vous avez tous des souvenirs avec vos éponges, je suis sûre. Et c'est sûrement parce que vous saviez au fond à quel point l'éponge est importante que vous nous avez posé cette question. Donc éponge imbibée, avec du produit vaisselle ou pas, est-ce que ça a un intérêt? Autrement dit, est-ce que la mousse savonneuse, c'est une sorte de petit bouclier qui protège vos éponges, des micro-organismes? Ou bien est-ce qu'on cultive tranquillement un zoo microscopique dans notre évier à chaque fois qu'on laisse une éponge mouillée à l'air libre? Donc, pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette question, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord faire un tri, parce que toutes les éponges ne se ressemblent pas. Pour vous illustrer ça, eh ben, il faut savoir déjà qu'il y a des éponges d'origine naturelle, et il y a des éponges d'origine synthétique, donc qu'on fabrique nous-mêmes. Est-ce que vous savez d'où viennent les éponges naturelles? Bah déjà, il y en a des végétales et animales. Tout à fait. Voilà, c'est le point plante, je suis très contente. Donc, la Non, plupart des... attends, comment ça c'est point plante? Je viens de dire. T'as dit animal et On met végétal. la moitié de la réponse, quoi. C'est la cécité animale. Ouais, d'accord. C'est la cécité Non, mais animale, tout à fait. ça peut venir aussi bien de structure animale que végétale, effectivement. Dans le premier cas, animal, on exploite les éponges de mer, donc des animaux marins qui se sont développés en espèces de structures poreuses, qui permettent de faire, circuler de l'eau dans des cavités complexes pour filtrer l'eau, et du coup, une éponge, ça vit en absorbant, littéralement
des nutriments dans de l'eau en la filtrant. On considère qu'une éponge, ça peut à peu près absorber jusqu'à 20 fois son poids, simplement par, capillarité et circulation des fluides à l'intérieur. C'est pour ça qu'on en fait usage pour le nettoyage ou la cosmétique, ça retient l'eau et c'est très pratique. D'ailleurs, en faisant des recherches, récentes sur, l'écosystème des éponges, oui, j'ai fait ça, Pierre, pour cette chronique, je sais pas Bravo, si tu bravo. t'imagines? Ouais, j'ai lu que, ce serait super d'utiliser les éponges dans les océans pour essayer de faire de l'ADN environnemental, c'est-à-dire détecter tous les organismes à proximité des colonies d'éponges, parce qu'elles filtrent tellement de volume d'eau en une journée, elles retiennent plein d'ADN de plein d'organismes qui vivent à proximité. Pas con. Donc pour ça, on peut utiliser, la technique du barcoding d'ADN. C'est une technique, si vous voulez en apprendre plus, je vous renvoie à l'épisode 513 sur la PCR qu'on avait fait avec Alexa, où on avait un peu, parlé de ça. Donc historiquement, on utilisait beaucoup, les éponges, naturelles, animales, marines. On peut aussi utiliser, des plantes pour faire des éponges et c'est des plantes, de la famille des courges, les cucurbitacées, notamment les loufas. Ça fait un peu des grandes courges qui, quand elles sèchent, sont un peu fibreuses et chevelues comme ça et certaines espèces sont cultivées comme légumes, mais d'autres espèces comme Lupha aegyptica, le loufat d'Égypte, c'est utilisé comme une éponge végétale parce que quand on les laisse sécher et qu'on les coupe en tranches, ça fait une espèce de tranche un peu rugueuse que vous pouvez utiliser, comme porte-savon ou, pour vous faire, une espèce de cure exfoliante un peu comme, avec un gant en crin, parce que c'est un peu rigide. Alors c'est pas celle que vous voyez le plus dans vos cuisines, je pense que vous l'avez remarqué. On peut aussi fabriquer des éponges artificielles, soit à partir de cellulose dans laquelle on va rajouter des fibres et des cochonneries pour, faire artificiellement des trous, ou alors à partir de matériaux synthétiques de toutes sortes, du plastique, et autres. Plus récemment, on a aussi, des éponges lavables qui sont réutilisables, qui elles sont, plutôt conçues en fibres, de lin, de chanvre, de coton, de bambou ou alors en polymère synthétique, mais qui sont plus durables que celles qu'on trouve, en plastique. Les éponges, de synthèse artificielle, c'est arrivé, assez récemment parce que c'est que à partir de, l'essor de l'industrie du plastique dans les années 30 qu'on commence à fabriquer des éponges synthétiques et qu'elles arrivent dans notre cuisine. En général, on considère qu'elles ont un pouvoir d'absorption qui est inférieur, à une éponge animale, mais elles sont quand même, moins chères et un peu plus résistantes. Alors du coup, ben, elles ça a eu un grand succès, marketing. Et donc si elles sont aussi cool, toutes ces éponges pour absorber de l'eau, c'est à cause de leurs petits trous. Donc je parle pas de points, je parle plutôt de trous, mais j'espère que je resterai un peu dans le thème de l'émission quand même. En les utilisant pour, nettoyer au hasard de la nourriture, ce qu'on va créer, c'est des micro-environnements humides, souvent chauds et pleins de matière organique. Du coup, c'est un environnement idéal pour les micro-organismes, un espèce d'hôtel 5 étoiles pour les bactéries. Depuis les années 60, du coup, les microbiologistes s'intéressent beaucoup aux éponges de cuisine. Et il y a une pléthore d'études, quand vous cherchez sur Google Scholar avec Kitchen Sponge et bactéries, il y a beaucoup d'études qui montrent que les éponges utilisées dans les cuisines domestiques contiennent des densités vraiment extrêmement élevées de micro-organismes, avec des millions et parfois des milliards de bactéries par centimètre cube dans une seule éponge. J'en ai sorti une au pif dans une étude de Nature en 2017. Les chercheurs, identifiaient par exemple le type de souche, qui dominait à la surface des éponges et à l'intérieur des éponges. Alors ils ont trouvé des gamma-protéobactéries, dans une proportion de quand même, 5,4 fois 10 puissance 10 cellules par centimètre cube, ça fait à peu près 54 milliards de cellules. Dans toute cette, faune, vous avez toute, une panoplie de bactéries qui peuvent être pathogènes, par exemple du genre Campylobacter, Enterobacter, les Escherichia coli, les Proteus, les salmonelles, les staphylocoques, bref, toute la panoplie des trucs, joyeux que vous voulez pas forcément attraper. Et donc, si on regarde un peu, dans les appartements, les environnements de cuisine et notamment via les éponges, on se rend compte que ce sont, ainsi les hôtes de plus de bactéries et de plus de pathogènes que nos toilettes. Et oui, Mmh. c'est super, hein?
Comme environnement, c'est aussi super pour, des virus, alors principalement des virus de bactéries, hein, donc il y a plein de biodiversité dans une éponge. Ça, plus encore quelques levures, des moisissures et puis on a un peu complété le zoo, microbiotique. Alors devant ce constat, c'est un peu essentiel d'admettre que laver nos éponges et les stériliser, ça peut paraître comme une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, on les fait bouillir, on les passe au micro-ondes, et là, si on lit des articles, on se rend compte qu'aucune méthode utilisée n'est à elle seule capable de réduire la quantité de bactéries à 100. En général, c'est plutôt autour de, 60. Ah Comme oui. elles ont plein ouais, comme les éponges, elles sont plus uniquement des des réservoirs parce qu'on les passe partout, ça devient aussi des sources de dissémination de ces écosystèmes, bactériens sur toutes les surfaces. Ce qui peut, provoquer des contaminations croisées, ou apporter des pathogènes dans des endroits, qu'on voudrait pas faire. Donc ça demande de faire quand même un peu attention à ce qu'on utilise et la façon dont on les nettoie. Donc nettoyer, bonne idée. La technique du micro-ondes, ça marche à peu près, sauf que ça marche pas sur toutes les souches de bactéries. On a pu montrer par exemple que certaines souches sont, sélectionnées en direct live et des acinobactères, des Klebsiella, des enterobactères et autres pseudomonas sont des communautés qui vont tirer profit de la stérilisation au micro-ondes parce qu'elles résistent aux radiations du micro-ondes, et elles peuvent coloniser l'espace de votre éponge quand vous en avez détruit d'autres, des bactéries. Donc pas forcément une super idée sur le long terme de faire que de la stérilisation. Alors qu'en est-il du produit vaisselle? Ça a l'air, d'être une bonne idée comme ça sur le principe de se dire que de laisser une éponge imbibée de liquide vaisselle, ça pourrait un peu protéger contre les microbes. Après tout, le savon, c'est un détergent. Le détergent, ça sert à quoi? Ça sert à, choper le gras et puis choper l'eau et puis à éliminer le gras, heu, sur la vaisselle que vous faites. Le gras, c'est aussi la membrane des cellules, du coup, ça peut faire éclater, les micro-organismes, on sait jamais. Savon égale je tue les bactéries. C'est un raisonnement qui serait normal, mais en vrai, si on regarde, la plupart, des liquides vaisselle ne sont pas bactéricides et ne permettent pas d'attaquer vraiment les bactéries. Leur rôle aux produits vaisselle, c'est simplement de décrocher les graisses et les particules alimentaires pour qu'elles soient entraînées par l'eau, puisque, vous savez, tout chimiste que vous êtes, que, le savon, c'est une molécule qu'on appelle amphiphile. Elle a un côté qui aime le gras, un côté qui aime l'eau et c'est ça qui permet de nettoyer la vaisselle. Donc non, le savon seul, ça ne suffit pas non plus dans un contexte de cuisine à empêcher les bactéries de proliférer et laisser une éponge humide, c'est même pire. Parce que si on laisse de l'humidité à des bactéries, globalement, ça va être la fête du slip. Ça, plus les résidus de nourriture, en vrai, il vaut bien mieux laisser sécher votre éponge, le plus vite de préférence et le plus efficace, c'est de les sécher systématiquement après chaque utilisation, de les désinfecter de temps en temps en les faisant bouillir, en les passant au micro-ondes. Vous pouvez utiliser plusieurs techniques, alternativement. Même si c'est pas magique et à 100, ça va quand même avoir plus d'efficacité que de les laisser mouiller, en toutes circonstances. Et surtout, le conseil, c'est de les remplacer régulièrement. Les gens conseillent en général de les garder au maximum 3 semaines. Alors, si ça vous fait mal au cœur de jeter des plastiques, parce que, les éponges, ça reste des matériaux, jetables qui vont contribuer à la pollution globale et si vous êtes plutôt écolo dans l'âme, vous pouvez aussi utiliser des éponges lavables et des éponges réutilisables. Dans ce cas, il faut les laver régulièrement, cette fois-ci avec du désinfectant ou alors les passer en machine, mais à plus de 60°. Augmenter la température, ça marche aussi, en grande partie pour éliminer la plupart des micro-organismes. Elles sont aussi souvent un peu moins poreuses et elles vont accumuler, un peu moins les résidus de nourriture et générer moins de micro-environnements qui permettront à des bactéries pathogènes, de se disséminer dans la cuisine. Donc, pour finir, pour répondre, ça n'a aucun intérêt de laisser une éponge, quelle qu'elle soit, imbibée d'eau, que ce soit de liquide vaisselle ou non. Donc arrêtez de faire ça, par pitié et prenez soin de vos éponges, un point c'est tout. Mais du coup, c'est quand même assez étrange qu'on envisage de se laver les mains régulièrement pour pouvoir, se débarrasser des bactéries. Toi, tu as dit donc qu'il y a des, liquides vaisselle qui étaient non bactéricides. Est-ce qu'il y en a qui sont bactéricides et si oui, qu'est-ce qui
quelle propriété en fait des trucs bactéricides? Alors il y a dans les substances bactéricides, les liquides vaisselle sont souvent pas bactéricides parce qu'il faut rajouter des produits supplémentaires comme, de la javel, de l'eau oxygénée ou des trucs assez Ok, corrosifs, ce qui est d'accord. pas terrible quand on en met sur les mains en vrai. Ouais. On n'a plutôt pas envie, d'agresser la peau comme ça et c'était quoi la première partie de ta question? Oui, si on utilise, nous, pour se laver les mains et se dire qu'on enlève les résidus, c'est aussi parce que notre peau, elle est très lisse. Donc en fait, on va décrocher les surfaces et les films assez facilement, alors que dans les éponges, il y a tellement de micro-cavités et de Hmm. compartiments et cetera que tout ne part, vraiment jamais en entier. C'est beaucoup plus compliqué d'éliminer les bactéries qui sont dans des micro-environnements et dans des micro-cavités et des micro-bulles, que, d'enlever quelque chose sur une surface plane, et non poreuse. Ok, ok. Non, mais du coup, ça confirme. Moi, au boulot, c'est infernal. Il y a des gens qui ont décrété qu'il fallait absolument remettre l'éponge systématiquement dans un pot. C'est humide. Bah oui. Donc, moi, systématiquement, je pose l'éponge à côté du pot pour qu'elle sèche. Après Et les je souris. sens bien que je fais, Oui. tu vois, je choque quelqu'un, quoi. On a Alors que c'est oublié de moi qui ai parler raison. de l'essorage. Je renverrai vers Bah oui, c'est ta super ça. chronique. Ça sèche plus vite si c'est essoré au préalable et du coup, Oui, c'est évidemment. important d'essorer l'éponge. Non, Je mais vais évidemment. mettre un petit post-it sur le pot pour dire Ouais, c'est mal. ceci. Écoutez l'émission. Exactement. C'est Si bien. t'as ni un Pas de microbe, pression. ne mettez pas là, un truc comme ça. Exactement. Alors, il y a des expériences, à faire, hein, si vous voulez vraiment vous rendre compte de qu'est-ce qu'il y a comme communauté microbienne sur des éponges, vous prenez une boîte de pétri, stérile et puis vous Ça va posez aller. votre éponge dessus et vous regardez ce qui pousse, Moi, je derrière. préfère ne pas savoir. Hein. Merci bien. Voilà. En vrai, cette histoire d'éponge, les gens qui font traîner l'éponge au fond de l'évier, au fond du lavabo, dans l'eau, stagnante et cetera, c'est un motif de rupture, hein, c'est un motif de discorde chez les couples. Faut pas me dire ça. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. On a des données factuelles et scientifiques pour, aller vers, cette réponse. Ça me Trop rassure bien. beaucoup et tout ce qu'on trouve dans une éponge, c'est vraiment super dégueu. Je pensais pas à ce point, mais mais quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à faire attention la prochaine fois. Ouais, bah, merci pour cette réponse. C'est un message à diffuser en tout cas. Parce qu'il y a trop de monde qui le fait, je pense. Tout à fait. Ça m'horripile aussi un peu, mais bon. D'utilité publique ce podcast. Oui. On va passer à la citation. Je pense que a priori personne n'a ouvert le conducteur, c'est ça? Ah bah nous on peut pas. Ok. Moi je n'ose plus bouger l'ordinateur donc. Il a à peine osé me laisser parler, te dire. Donc la citation de l'émission a été choisie par Clara. C'est un poème d'André Chédid, Apothéose du point. Foin de tout ce qui n'est point le point, dit le point devant témoin. Sans moi, tout n'est que baragouin. Voilà, c'est les premiers vers de ce poème que je trouvais bien. C'est la maman de M. Ah, grand-mère. Grand-mère. La grand-mère. C'est ça, oui. D'ailleurs, si vous aimez les poèmes à propos de formes géométriques, il y a Eugène Guivic qui a écrit tout un recueil de poèmes sur les figures géométriques. C'est maintenant que tu le dis, c'est genre maintenant c'est que la je le dernière. dis. Ouais. Ça s'appelle Euclidienne, si ça vous Bon. intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. C'était le Il moment. y a l'angle droit, la droite, le point, le triangle, équilatéral, le triangle scalène, tout ça, machin. Et l'angle J'imagine que droit, ça peut être un peu sexuel perpendiculaire, c'est, je sais plus, il y a une histoire de tomber à pic, quelque chose comme ça que j'aime assez. Mais c'est rigolo. Tombé à point. T'étais à Ouais, 2. On conclut là-dessus. Allez, Ça marche. Donc maintenant qu'on a remis les points sur les i et qu'on s'est retrouvé sur une carte, du coup, et qu'on sait que c'est un point fixe, etc., et qu'on a parlé un peu de science, on peut clore ce point d'écoute ici. Merci à vous de nous avoir écoutés et de continuer à nous soutenir. On est toujours friand de vos retours d'ailleurs, hein, que ce soit en commentaire, par mail ou sur les réseaux, juste pour faire le point sur notre point fixe d'ailleurs, et de faire au mieux pour que tout soit au point, et en attendant, de vous lire que servir la science soit votre joie.